Salut et bienvenue dans les chroniques inutiles. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un peu freestylé du début jusqu'à la fin, sur base de questions. À la base, on hésitait d'enregistrer, pas enregistrer. Finalement, j'ai quand même enregistré. Oui, normalement, il faudra sauter. Je crois que j'ai dit à l'avance environ à quelle minute il faut sauter. Je crois que c'est à une dizaine de minutes. Allez-y tranquille. Et puis là, ce sera le sujet musique. Avant, c'est juste un peu de la déconne. En tout cas, moi, en réécoutant, je me suis marié une deuxième fois, je l'ai gardé. Bonne écoute. On est Mais j'ai tous encore fatigués, mal à on la est tous tête. fatigués, on n'en peut plus. Voilà, mais oui, c'est certain. C'est une situation extrêmement difficile que nous vivons en ce moment depuis maintenant Elias, 9 mois. tu pourrais être Premier ministre, je trouve. Tu sais que en fait, depuis l'âge de 6 ans, en fait, tout ce que je veux, c'est être un despote éclairé. Oui, c'est Donc, ça. despote éclairé, c'est une mission extrêmement complexe parce que tu ne peux pas te spécialiser. Non. Tu dois être extrêmement passionné. Tu dois essayer d'être spécialisé dans le plus de choses possible, dans le sens où tu dois comprendre le plus de gens possible, n'est-ce pas? Mais il y a toujours ton intention première qui est de sauver le monde, ou en tout cas de le rendre meilleur. Ça, c'est sûr. C'est rien. Et ce qui est important, c'est qu'Elias, il vient aux chroniques inutiles parce qu'il a besoin d'être éclairé. Il est peut-être déjà despote, mais en tout cas, pour le moment, il n'est pas encore éclairé. Et donc, bien sûr, je lui amène. Putain, j'ai bu, c'est pas possible. L'éclaircissement. Des choses qui arrivent, ouais, on a pu Vous avez bu. ouais, voilà. Ouais, on a Toujours vu. en train de picoler, Bah, d'ailleurs. Elias est dans ma bulle, hein, donc il peut m'amener des choses à boire. Pas dans oui. ta bulle. Si, Nous n'avons pas bu dans les mêmes bières. Nous avons 2 mètres de distance entre exactement. l'un et l'autre. Au moins 2 mètres. Nous sommes Sans C'est une chronique Covid friendly. Exactement. J'ai complètement désinfecté les deux écouteurs qu'il est en train d'utiliser dans ce Et le moment. clavier et la souris que je suis en train de toucher, bien sûr. Et bien sûr, hein, tout à fait. Et il sait bien sûr désinfecter les mains. Bien sûr. Bien sûr. Avec la langue, les doigts, et parce que la salive, il y a des antiseptiques à l'intérieur. Il s'est désinfecté la langue, il s'est désinfecté l'estomac et les poumons et la gorge. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Mais voilà, nous sommes finalement de bons citoyens qui font ce que demande leur gouvernement. Oh là là. C'est beau. Tout ça pour dire Mais Elias, il y a une nouvelle que tu n'as pas entendue. Quoi? Steph est en burn-out. C'est bon. Ça. C'est exactement ça. Donc en fait, Je ne vois pas, c'est frustrant. Vous êtes là d'un côté de l'autre et moi je ne vois rien du tout. Ah bah oui, il fallait être là, je t'avais invité, Steph. Oui, mais j'ai des circonstances atténuantes. Je vais pas En plus, m'étaler tu es dans ma là-dessus. bulle aussi. Ah oui, oui. mais ce que sous-entend François, c'est que tu es donc en genre t'as un mot du médecin qui t'empêche d'aller au boulot, c'est ça? Oui. Voilà. Depuis. Techniquement, c'est ça. Donc c'est bien, t'as du temps pour toi. Oui. Ah, ça te suffit pas. Tu veux plus que ça? J'aimerais trouver le sens de ma vie. Oh, c'est tellement mignon. Le sens de la vie. Eh ben, Attends, faut qu'on passe de ça à des questions musicales. C'est un podcast non, musical, on va pas passer de ça, on va rester là-dessus. D'accord, restons. Donc, Okay. Maître Lee, despote éclairé, quel est le sens de la vie pour Steph, bien sûr. Tu peux complètement lui imposer un sens de la vie. J'ai l'impression qu'on est sur une radio. Bah, c'est le principe, non? C'est ça, on est là pour ça, on est la radio. Mais non, mais la inutile. radio, des blablabla. Et... Oui, bon, alors. Alors ce soir, à Énergie, nous recevons Steph. Alors salut Steph, comment ça va? Alors comment ça va? J'écoute le despote éclairé. Bon, j'arrive, j'arrête. Steph, elle est en burn-out. C'est n'importe quoi. C'est trop ça, énergie, quoi. Et puis ils mettent des bruits comme ça, comme par exemple tu vas à la toilette, ou ploup. Oh pardon. On appelle ça des jingles. C'est un peu n'importe quoi, Steph, quand même, au bout d'un moment. De quoi? Moi? C'est ça le truc, c'est que ta vie, c'est n'importe quoi, et c'est pour ça qu'on ne trouve pas de sens. Quand tu cherches le sens, tu te plantes, tu te tapes la tête contre un mur. C'est ni plus ni moins que ça. Parce que le sens, c'est ni plus ni moins que ton cerveau qui te parle, qui cherche à donner une relation logique entre les choses. Sauf que la vie, elle n'est pas forcément logique dans la logique humaine. Non, la vie, c'est pas ton cerveau. Je dis pas que la vie n'est pas logique. La carte n'est pas le territoire, tu vois.
Ouais. Donc, si tu n'écoutes pas ton cerveau, mais que tu suis ton cœur, alors tout va bien. Mais non, ça encore, c'est le cerveau qui parle et qui dit soi-disant que le cœur il est au-dessus ou que le cœur a la vérité, que là où le cerveau ne l'a pas ou que là les pieds ne l'ont pas. Tu sais, moi j'ai envie de te dire, tu sais qu'est-ce qu'il faut écouter? Il faut écouter Allah. Pourquoi faire? Franchement, est-ce que tu as lu le Coran, Steph? Non. C'est un super beau livre rempli de sagesse, vraiment, franchement, de près de 15 siècles. Vraiment, il y a beaucoup de sagesse à comment vivre et de comment vivre avec soi-même et comment vivre dans le monde, tu vois. C'est un livre très important, tu vois, le Coran. Oui. Non, mais j'ai d'autres livres que je suis en train de lire pour l'instant. Plus important que le Coran? Oui, je pense. Par exemple, lequel? Je suis en train de lire comment sérieusement réformer l'économie. Bah écoute, franchement, hein, quand tu vois comment le prophète a vécu sa vie et comment lui il gérait son économie, tu te dis qu'il suffit que de suivre, alors premièrement le Coran, mais ensuite le Hadith, qui est bien sûr les choses que lui a dites. Et puis alors là, on sait exactement comment gérer une économie. C'est ce que tous les gens du monde disent d'ailleurs, Steph. Mhm. Non, mais c'est vrai que quelque part, Mohamed est le plus grand spéculateur de son temps, hein. C'est le plus gros trader de son époque, hein. Franchement, il a misé sur le cheval de son époque, hein, je pense. Mhm. C'était pas les chameaux. Non, mais il a senti les mouvances, voilà, le christianisme, ça marche pas trop, parce que voilà, on tue des gens depuis les croisades et tout machin. Les juifs, ils ont pas voulu de lui non plus. Bah, il a dit, ok, je fais mon délire, tu vois. C'est Il a ça. réussi à créer la hype et tout, et voilà, tout se passe bien. Ouais. En fait, c'est un innovateur. Il est comme Steve Jobs, en fait. C'est genre, il a vu comment est le monde et puis il s'est dit, tu sais quoi, ce qui manque, c'est ça, et il a fait son truc. C'est un innovator, tu vois. C'est le Jeff Bezos d'il y a 15 siècles. Et le fait qu'on parle toujours de lui, c'est qu'il a vraiment changé le monde, tu vois. Et donc, s'inspirer de lui, de sa vie et de tout ce qu'il a dit, ça ne peut que donner du sens à sa vie. Il a thinké out of the box, voilà. Ouais, il a pris la box, tu vois, et puis il l'a ouverte, et puis il en est sorti, quoi, tu vois. Et Jésus, on parle encore de lui après 2000 ans. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on parle encore de lui? C'est parce que... C'est le plus fort de tous, Mais voilà. non, non, c'est parce que le prophète Mohammed parle de Jésus. Il dit, bah oui, c'était un autre prophète avant moi. Si le prophète Mohammed ne parlait pas de Jésus, bah personne ne parlait plus de Jésus. Enfin, c'est tout à fait logique. Mais quand t'es juste un très bon trader, d'office, Steve Jobs c'est le meilleur, ou d'office, Alain Kerviel, c'est juste le plus grand, voilà. Voilà. Mais d'office, il y a des gens au-dessus des autres, et voilà. Jésus, il a fait des trucs que personne n'a fait avant, quoi. Voilà. Et c'est qui est au-dessus des autres maintenant? Le premier, faut avoir l'idée, c'est l'innovation, et à tous les niveaux, c'est le cas. Et forcément, tout le monde va revenir vers Bouddha, parce qu'au bout d'un moment, Bouddha, bah, il a fait le truc où personne n'était au courant, il était trop... Non, mais Elias, elle a posé une question. Elle a posé une question, tu vois. Qui est le gars au-dessus maintenant? Bah, moi, franchement, fondamentalement, j'ai des quelques paroles que j'ai entendues de ce monsieur, je me dis que lui est au-dessus parce que il a beaucoup de sagesse et il ramène les choses à des choses simples. Oui, je suis en train d'être très, je fais un peu le mystérieux et je dis des phrases vagues. Donc il dit des choses très simples, mais en même temps qui touchent les gens et en même temps il les dit de manière de manière très forte, tu vois, et que ça inspire. Et il y a tout un tas de gens qui croient en lui. Je parle bien sûr du professeur Raoul. C'est un Français. C'est un Français. C'est un problème. Ça commence mal. C'est la seule chose que je lui reproche. Il est du Sud. Oh là là. Ouais. Non mais franchement, ce monsieur, donc déjà il vient de Marseille, ça veut dire qu'il est connecté au soleil, à la mer Méditerranée, à l'Atlantide, c'est un ancien romain, c'est un gars qui comprend le monde, en plus il a des cheveux, il a une barbe, il est un peu hippie, il porte des lunettes, c'est un gars qui a quand même gagné beaucoup de prix pour toutes les recherches qu'il a fait, et en plus de ça, enfin franchement il porte quand même souvent une robe blanche, hein, souvent, ouais. Donc quelque part, quelqu'un qui porte une robe blanche, c'est quelqu'un qui dit la vérité. C'est tout à fait logique. Je pensais que tu allais dire que c'était la réincarnation de Allah dans les temps modernes. Non, c'est-à-dire que... Non, n'allons pas jusque-là. On va pas aller jusque-là. Mais à part ça... C'est-à-dire que, tout comme le prophète, c'était un gars qui a pris la boîte, et il l'a ouverte et il s'est dit tiens non moi je vais penser différemment et il a inspiré les gens, tu vois, tout comme le prophète l'a fait. C'est-à-dire que là où tout le monde dit il faut confiner, il faut attendre un vaccin, lui il a dit non c'est pas vrai les gars, il faut de la chloroquine. C'est ça qu'il dit, non? C'est ça qu'il dit, hein? Putain, je suis quand même informé en fait. Bon, c'est pas vraiment lui qui l'a dit à la base. Déjà les Chinois ont dit bon peut-être que la chloroquine était une
hypothèse de recherche. Mais en même temps, les Chinois, c'est des communistes. Là-dedans, il a transmis juste l'info et il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais, tout à fait. N'empêche que tout ça n'est qu'une question de contexte. En l'occurrence, Stéphanie, nous parlons de ton contexte. Non, on peut parler de la musique si on veut. Voilà. Apparemment, tu avais des questions. Des questions musicales. Qui dépassent ton état physique, qui dépassent ton état émotionnel. Tu veux chercher des questions, enfin, des réponses, ou peut-être des questions à travers les réponses, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui te travaille, n'est-ce pas? Oui. Non, différentes choses. Donc, moi, je ne suis pas mélomane. Tu n'es Comme pas vous. mélomane. Ça veut dire quoi, mélomane? Boubou. Mais je suis un peu con, il faut m'expliquer ce genre de mots compliqués. Demande à monsieur au professeur Lee. Maître Lee. Maître Lee, c'est quoi? Ça veut dire quoi, mélomane? Ben, un mélomane, c'est quelqu'un qui est comme naturellement attiré vers quelque chose. Il s'informe un peu, mais il ne pratique pas la chose. Il n'est pas un praticien. Il est juste quelqu'un comme un super public qui suit à fond et qui rentre à fond, qui émotionnellement voilà. La musique. Mais mélomane, c'est juste par rapport à. En fait, ça peut être par rapport à n'importe quoi. Moi, par exemple, je suis très mélomane quand je vois quelqu'un faire de la cuisine, par exemple. Je suis un mélomane de la cuisine, c'est-à-dire que ça me. Je dirais pas que ça me passionne, mais ça me réveille des choses similaires. Et à chaque fois que je vois quelqu'un, je suis en mode et qui cuisine devant moi, bah, je vais dire comment tu fais, je vais être très curieux, mais je ne suis pas cuisinier ou un très bon cuisinier, en tout cas de mon point de vue. Qu'est-ce qui t'empêche d'être bon cuisinier? Je reconnais, hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un bon cuisinier? Uniquement la volonté et le fait de le pratiquer. C'est uniquement ça qui différencie le mélomane de l'artiste. C'est que le mélomane refuse quelque part d'être un artiste parce que il estime qu'il ne le mérite pas ou qu'il ne peut pas le faire. Enfin, il a ses raisons, tu vois. Mais le mélomane décide d'avoir une sorte de distance comme ça. Est-ce que ça répond à ta question, Steph? Oui. Moi, mais non, parce que je ne peux pas poser de questions. Ah, pardon. Je pensais que c'était une personne qui aimait et qui connaissait la musique, mais voilà, si ça s'applique à d'autres sujets, j'ai appris quelque chose. Mais... Bah écoute, si tu veux, moi je t'ai donné ma vision, mais si tu veux, on peut aller sur... Est-ce que vous voulez que je tire des cartes du tarot? Mais non, je dois poser mes questions. Tu sais quoi, pose ta question et puis je vais tirer une carte du tarot et puis je vais la lire. Et puis sur base de la carte du tarot, on dira nos réponses. Mais non, c'est pas ça l'objectif. Mais non, mais j'ai mon tarot dans les mains maintenant. J'ai bu, Steph. Bon, en fait, mélomane est un mot un peu, allez, on va dire intelligent pour juste dire amateur. Voilà, c'est pour ça que de musique. Ce niveau de distance, c'est parce que voilà, l'amateur se différencie du professionnel parce que il estime que voilà, il n'a pas le temps de travailler le truc ou qu'il n'a pas juste, enfin voilà, ce côté technique, tout ça, voilà, c'est juste un amateur. Un amateur. Bon, ok, tirons les cartes de tarot. Il peut se cultiver autant qu'il le peut, mais ça reste voilà un amateur et pas quelqu'un de professionnel. Ok, donc Steph, tu poses ta question. On va d'abord tirer une carte du tarot. Et puis, mais j'ai une question pour Elias. Et pour vous deux, peut-être. Alors. Bon, alors j'allais commencer par poser. J'avais fait une petite. Non, si tu poses les questions à Elias, alors il répondra. Moi, je répondrai via le tarot, ça va? Ok. Ouais, ça me plaît, ça. Ouais, c'est trop bien. On a un nouveau concept. Ah ouais. Bon, Elias. Oui. Maître Lee, pardon. Est-ce que tu pourrais, dans ta vie, remplacer la musique par un autre, entre guillemets, hobby ou, je sais pas comment on peut dire, outil culturel qui t'apporterait la même chose que la musique t'apporte? Bonne question. Donc d'abord, si tu veux bien structurer, tu peux me dire ce que la musique t'apporte et puis me dire est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait t'apporter la même chose dans la vie. Alors, déjà, en fait, moi, quand tu me poses ce genre de questions, pour bien comprendre qui est le Prince Lee, parce qu'en fait, depuis le début, c'est pas du tout Maître Lee, c'est Prince Lee. Ah non. Alors j'aimerais tout de suite vous arrêter, monsieur. Dans le salon vocal, il y a écrit Maître Lee. C'est une erreur linguistique.
Alors, vous comprenez que vous nous avez induit en erreur, cher prince ou maître. Je ne sais pas, ce n'est pas clair. Eh bien, voilà. C'est exactement là où je voulais en venir. Exactement, parce qu'on a du sens. Hein. Tout ce que nous disons a du sens. Et c'est très linéaire. On va quelque part. Parce que tout ça n'est qu'une question de mots. La seule chose qui compte, c'est ce qui nous anime. Et donc, par rapport à ta question, Fanny, ou Steph, sur le Discord. Si c'est votre vrai nom. C'est votre vrai nom. C'est qu'est-ce qui t'anime? Steph, dis-moi juste vraiment très simplement un truc que tu kiffes, là, comme ça, t'as 3 secondes pour me dire un truc que tu kiffes. Non, mais c'est moi qui pose les questions. Non, mais justement, pour... Alors, moi... D'accord. Pour comprendre ma réponse, dis-moi là, tout de suite, là, intuitivement, un truc vraiment... Ah ouais, j'adore. Alors, j'adore me promener dans la nature quand il n'y a personne. Hop, on s'arrête là. Tu adores te promener dans la nature quand il n'y a personne. Ok. Eh ben, pour te faire comprendre un petit peu la question que tu m'as posée, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait te faire penser ou te remettre dans quelque chose d'autre que juste te balader dans la forêt toute seule? Je précise que j'ai tiré une carte de tarot pour cette question. Y a-t-il autre chose pour toi de similaire à cette chose qui a l'air extrêmement importante et voilà, parce que c'est la première chose que tu as sortie. Y a-t-il autre chose de similaire? C'est quand même difficile, parce que là, tout d'un coup, ton cerveau se met en action. Il commence à mettre en relation les choses par rapport à ce que j'aime faire, par rapport à ce que j'aime sentir, par rapport à ce que j'aime réfléchir. Donc, en fait, il y a beaucoup trop de paramètres les uns entre les autres imbriqués. Parce que, à la limite, tu veux que j'aille plus loin? Allez, on va aller plus loin. À quel âge, et peux-tu me donner un âge, voire même une expérience factuelle, du moment où tu as commencé à naître cet amour de te balader toute seule dans la forêt, sans personne? Je n'ai même pas dit la forêt, j'ai dit la nature. Alors, mais j'avoue que c'est vague. Depuis que je suis toute petite. Le plus loin que tu puisses remonter, où tu as eu ce sentiment de bonheur quand tu étais toute seule dans la nature. Quel âge? Bon, je sais pas, je devais avoir 3-4 ans. C'était j'explorais le jardin de mes grands-parents. Et ben là, pour moi, ça me parle. Parce que moi, tu vois, à l'âge de 3-4 ans, j'ai touché un piano. J'ai touché un piano. Et à partir du moment où j'ai touché ce piano, tu vois, à cet âge-là, tu n'as pas de conceptualisation, d'abstraction, juste tu fais les choses. Et donc, il y a des gens qui ont pensé toutes les choses au niveau physiologique, etc., en fonction de ton âge, tu as différents besoins, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas les mêmes à 18 ans qu'à 3 ans. Que les choses soient claires. À 3 ans, on va dire jusque l'âge de 6 ans, nous sommes beaucoup plus des machines émotives et des machines, on va dire, sensorielles, dans l'action, pas dans le « Ah, j'aime ça parce que », tu vois? C'est juste ça existe. Ouais. Et cette chose-là me parle. Moi, la nature, ça fait effectivement, depuis l'âge de 3-4 ans, plus ou moins le même âge. En fait, la musique, c'est un peu plus tard. C'est genre 4 ans, 4-5 ans, on va dire. Mais dès la première fois où j'ai vu ce piano, j'ai foncé dessus, mais limite comme un bélier. Genre la tête la première, en fait. Je pouvais jouer du clavier avec ma tête, ce serait pareil, en fait. La première fois, je jouais qu'avec les touches blanches et je faisais blou 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 blou, mais vraiment comme quelqu'un d'habité, tu vois, genre comme une sorte de, tu vois, quand tu vois les musiciens classiques en transmission de concert, tu les vois là avec leur élan et tout, leurs gestes, leurs regards, ils sont là habités et tout. Et j'étais comme ça, à l'âge de 4 ans, sur un piano, en train de faire n'importe quoi. Il aurait peut-être fallu à l'époque prendre des recs. D'ailleurs, aujourd'hui, si j'étais né en 2000, on aurait pu prendre des vidéos avec des smartphones, sauf qu'à l'époque, c'était pas le cas. Je n'ai que ma petite mémoire. Et voilà, et il y avait ce truc qui m'habitait, qui était juste là, parce que ça me prenait. Tu vois, c'est au-delà du 100% de moi-même. C'est que c'était un truc au-delà de moi. Et c'est quand tu
parle de nature, se balader seul dans la nature, moi, quand je me balade seul dans la nature, je suis pas à 100% moi dans la nature. Je suis à 200 ou 300% avec quelque chose d'autre avec lequel je sens que je suis. Est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de te dire? Oui. Ça te dépasse, quelque part. Tu n'es que le récepteur de quelque chose. Ouais, je comprends. Moi, je ressens ça, et j'en ai de plus en plus besoin avec l'âge, c'est la connexion avec quelqu'un. Je vois quelqu'un et je sens intuitivement... Ah tiens, j'ai dit le mot intuition, intéressant. Peut-être que ça va tomber dans les cartes, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose où tu sens... Les cartes, c'est pour Steph. La réponse des cartes est très intéressante. Mais je la dis après. Ne triche pas. J'en fous des tartes, comme ça, une fois que les cartes vont arriver, on va faire « Ah ouais !» J'en ai mis des caisses. Non, mais c'est très pertinent par rapport à la carte que j'ai tirée, ce que tu dis. C'est génial. Donc, mais je te laisse faire ton freestyle d'abord. je suis mon freestyle. Mais voilà, il y a une intuition première. Et cette intuition première, le piège, c'est de... Putain, je vais super vite en même temps. Je sais qu'il faut que j'aille vers toi, François. T'inquiète pas, je ne t'ai pas... Non, fais ton truc. Ça m'intéresse aussi, en vrai, ce que tu racontes. L'intuition première, tant qu'elle est centrée sur toi, sur ton ego, moi, ça me suffit pas. C'est de l'intuition qui me parle vraiment, parce que moi, je suis beaucoup là-dedans. Je suis un peu quelqu'un, et justement, c'est un peu mes travers. Et je pense que c'est un peu les tiens aussi. Qu'on se refuse un petit peu au monde. On refuse un petit peu nos droits à exister. Et résultat, moi, ce qui me légitime dans ce monde, c'est le fait de sentir ce qui me dépasse. C'est bien dit. Dépasse, dans lequel je sens que c'est beau, dans lequel je sens que ça donne du sens. Oh putain, ça y est, je refais des ponts pour le doigt. Ça donne du sens à mon existence à travers... Putain, les blancs, quoi. C'est dingue. François. Non, pardon, continue. Oui, Laisse Elias parler, j'écoute. Elle t'écoute, hein. Elle précise. J'écoute. Il y a une deuxième partie à la question, hein, quand tu le sens, Elias. Oui, c'est ça. Grosso modo, j'ai à peu près fait le tour. Après, je vais faire tourner en rond autour de tous ces concepts. C'est-à-dire que tu as... Non, mais on peut revenir après. Cet élan primordial qui existe avant même que ton cerveau s'active. Ensuite, t'as le cerveau qui arrive au bout d'un moment donné, qui a envie d'analyser et tout, machin. Et au bout d'un moment, tout ce qui te reste, c'est de cultiver cette intuition qui dépasse ton cerveau et de lui faire un peu confiance quand même. Ouais, c'est vraiment bien dit. Un peu quand même, tu vois. Genre, c'est presque... Et d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, c'est que le jeu que je déteste le plus, c'est le poker. Parce que dans le poker, tu dois être le plus quelqu'un qui est justement sur tous ces artefacts qui ne sont pas cérébraux, alors que paradoxalement, si t'es un super matheux, t'y arrives quand même. Mais c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple que ça. Tu te souviens de la deuxième partie de la question ? Non, vas-y. Est-ce que tu pourrais remplacer la musique par autre chose ? Sur base de tout ce que tu as dit maintenant, de la passion et le fait que ça te dépasse et que tu... Justement, depuis le début, en fait, je n'ai pas oublié cette question parce que depuis le début, je ne fais qu'y répondre. Il y répond, oui. Je ne fais qu'y répondre parce que tout dépend de ta réalité. Tout dépend de ton histoire. C'est-à-dire que si il y a quelque chose de similaire dans ta vie qui peut rattacher justement une forme d'intuition, alors oui, tu peux. Par exemple, moi je sais que aujourd'hui je suis musicien, mais je ne me reconnais pas comme quelqu'un de purement musicien. Quand j'étais enfant, je dévorais la map monde, genre la carte du monde, je la dévorais littéralement. C'est-à-dire que je pouvais passer des heures, en fait j'ai sûrement passé des centaines d'heures, peut-être même des milliers d'heures quand j'étais gamin, à apprendre par cœur la carte du monde, à différentes échelles. Mes yeux se baladaient de manière plus ou moins logique. Justement, avec l'âge, mes yeux se baladaient de manière de plus en plus logique. C'est-à-dire que je cherchais de plus en plus à apprendre une zone en particulier et pas juste me laisser guider par là où mes yeux allaient. Donc j'aurais pu être éventuellement un géographe, j'aurais pu bosser à Google Maps avec la voiture de Google, j'aurais kiffé, mais sûrement, tu vois. Peut-être que j'aurais kiffé être un paléontologue, parce que j'ai été énormément
fan hardcore des dinosaures, de l'histoire de la planète, de comment est-ce qu'elle a évolué. Donc j'aurais pu être paléontologue, j'aurais pu être biologiste, j'aurais pu être justement physicien, parce que justement j'ai fait une formation de scientifique à la base, mais il y a un moment où les maths m'ont dit stop. Alors que paradoxalement, les musiques sont mathématiques. Mais les maths hardcore et la physique hardcore m'ont très très vite mis des barrières. La chimie hardcore ne m'a pas dérangé. Bizarrement, la chimie hardcore me dérange moins parce que j'ai l'impression que Et donc, quelle est la réponse à la question? Je vais répondre depuis le début. C'est-à-dire que tout dépend, les choses qui te parlent. Donc c'est un oui ou c'est un non, ta réponse? Est-ce que tu pourrais remplacer la musique? À l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pu être biologiste, j'aurais pu être paléontologue, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pu être, j'ai éventuellement un délire dans l'histoire ou un délire dans la géographie. J'ai déjà à peu près 5 points où éventuellement, si les choses se seraient passées différemment ou si maintenant je fais le choix complètement rentrer dans le délire. Il a dit un mot, choix. Je crois que c'est mon moment de lire la carte du tarot. Merci François. Alors la carte du tarot, c'est de l'arcana majeur, la carte numéro 8, qui est la carte de la justice. Oh putain. Et les thèmes sont décision et karma. Je vais traduire de l'anglais, donc pardonnez-moi si je traduis mal. Avec leurs deux queues qui sont liées les unes aux autres, les deux chats te regardent directement. Donc c'est un chat noir et un chat blanc sur l'image. Ils attendent que tu choisisses entre eux. Ils attendent que tu choisisses entre les deux. Quel est le bon choix et quel est le mauvais choix? La carte de la justice implique un poids autour du choix que tu dois faire. Maintenant n'est pas le moment pour oublier le concept de l'équilibre divin ou du karma. Tous tes choix affectent ta vie et parfois la vie de ceux autour de toi, aussi bien maintenant que dans le futur. Donc voilà ce que le tarot a à dire là-dessus. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire qu'alors il y a un moment dans l'histoire d'Elias où il a fait le choix de la musique plutôt que la paléontologie, la chimie et tchak? Alors, je vais répéter la question à Elias qui était quand même, allez, 2 secondes, libérer son sac de liquide qui le portait. Mais donc la question était, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, Elias, où tu as choisi la musique au-dessus d'autre chose? Bien sûr, tu peux répéter la question, cher Steph. Mais j'ai Non, l'impression c'est ça. Mais voilà. comment on pourrait essayer de faire le lien avec cette carte, s'il est nécessaire de faire un lien, bien sûr. Est-ce que, Elias, tu peux dire qu'il y a un moment, il y a... Oui, est-ce qu'il y a un moment où où il y a eu ce choix qui s'est fait sans doute à plusieurs reprises, où ça a toujours été la musique par rapport à la géographie, la musique par rapport à la paléontologie, la musique par rapport à la chimie? Là, c'est le moment où les chroniques inutiles auraient été très intéressantes avec de la vidéo, parce que le regard et l'attitude que j'ai devant François sont beaucoup plus parlantes qu'une heure de discours. Oh ben François, explique-moi. Non, Elias est motivé, donc je le laisse faire. C'est exactement cette chose-là dont j'ai le plus peur. C'est de faire choix. Et la vie m'a toujours... En fait, si tu veux, j'ai toujours été depuis... Enfin, là, je te parle justement par rapport à tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. J'ai toujours été quelqu'un qui était extrêmement habité, animé quand j'étais enfant. Et j'ai essayé, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, de rester le plus connecté avec ces mémoires, ces empreintes que m'a donné la vie. Par rapport à moi en réaction avec le reste, tu vois, ou pas en réaction, peut-être que ça venait juste de moi en fait. Voilà, ce qui m'habitait, j'ai essayé malgré toutes les difficultés que j'ai vécues comme des coupures, si tu veux, j'ai essayé le plus possible de les garder dans ma tête. Donc c'est là où mon cerveau était mon plus bel allié, dans le sens où, et à la fois mon pire ennemi, parce qu'il m'a déformé les choses. Mais j'essaye de me reconnecter avec mon corps, avec, je sais pas, cette fameuse intuition, tout ça. La musique, si tu veux vraiment une réponse froide, qui me fait un peu mal de le dire, c'est que la musique, je l'ai toujours eue avec moi. Je n'ai jamais été un travailleur, en général, déjà de base. Ça, c'est une chose à savoir. J'ai toujours été un peu
allez, on va dire fainéant, machin. Genre, si, je suis travailleur, mais de manière naturelle avec ces choses qui pour moi sont naturelles, notamment la musique. Je n'ai jamais pensé ça comme un travail. Donc, je n'ai jamais travaillé dans le sens où tous les jours, tu vois, genre bosser. C'est toujours à l'instinct, à l'envie, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pour ça que la musique n'a jamais été un choix en dernier lieu. C'est-à-dire au moment où Putain, il y a des gens qui me disent Elias, t'es un musicien professionnel. Bah, tu sais que même aujourd'hui, c'est encore un peu difficile de l'entendre et de l'accepter. En fait, la vie et les choix que j'ai fait dans ma vie, mais un peu par non-choix, ont fait de moi un musicien professionnel. Un musicien qui peut être perçu comme professionnel. Est-ce que je peux répondre. J'ai aussi une réponse à ces questions. Donc, si vous voulez, je peux donner mes réponses aussi. Mais donc, attends, mais continue, Elias. j'ai une question pour Elias par rapport à ça, sinon on va être perdu. Ouais, vas-y. Mais est-ce que tu dis cela? Donc tu sembles un peu t'excuser de ça. Mais est-ce que tu dis cela parce que dans nos sociétés, on met comme première valeur, si je peux dire, le travail? Et justement, que tu es reconnu parce que tu as pu montrer, tu as travaillé pour atteindre quelque chose. Ah et oui, que toi... bon, là, c'est une raison très simple. Hein. C'est tout simplement mes parents qui me mettaient la pression. Il faut que tu trouves un boulot, il faut que tu trouves un travail. C'est aussi bête que ça, tu vois. Donc il y a un moment où il y a cette projection qui devient plus possible, surtout quand tu as un père qui est professeur, donc d'office, il fait partie du délire de l'éducation, qui doit te former à être quelqu'un dans la société, tu vois. Alors que ce père, qui est le mien, est le plus grand mélomane que j'ai jamais rencontré de ma vie. Genre, toutes les personnes que j'ai rencontrées, s'il y en a un qui est mélomane, c'est bel et bien mon père, qui est amoureux de toutes les musiques qui existent, parce qu'il va se fondre dans l'histoire et la compréhension de chaque culture, de chaque message qu'il y a derrière, etc. Et Est-ce moi, que je peux suis baigné là-dedans par genre naturel, tu vois. Mais donc, y a pas de... Vas-y, pose ta question. Non, mais je voulais te poser une question personnelle, mais si t'as pas envie de répondre, tu me le dis. Mais est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il était fier de toi, de ce que tu faisais quand tu jouais? Oui, il l'a dit à un moment où j'avais besoin de le prouver, mais pas de l'entendre. Voilà, c'est bizarre. Mais, oui, parce que c'était au lendemain du moment où je me suis émancipé. Et il a dit, effectivement, je suis fier de toi. Et ma mère l'a sûrement dit une fois, et je l'ai sûrement back-up dans mon inconscient. Parce que j'ai plus besoin qu'elle me le dise, j'ai juste besoin de le sentir. Et j'ai juste besoin de me reconnecter avec cette ouverture vers elle. Donc oui, voilà, juste tout ça pour dire qu'il y a juste un passif familial qui est complexe en fait, par rapport à cette ouverture que je veux, mais qui est une ouverture forcée en fait, parce qu'au niveau familial, au niveau parental, ils m'ont trop transmis de frustration justement par rapport à le fait de trouver c'est même pas une place dans la société, c'est juste trouver un travail quoi, merde. Ouais, c'est comme la plupart des parents. Paradoxalement, là en ce moment, c'est là où c'est ouf et merci François de faire cette chronique inutile à ce moment-là, qui n'est pas enregistrée, mais on s'en fout, on se lâche. C'est ce côté. Ah ouais, j'ai un travail. Est-ce que c'est le moment de dire que c'est enregistré ou pas? On n'a jamais dit que c'était enregistré. Quoi ça? On n'a jamais dit que c'était enregistré. Bah oui, non, c'est pas enregistré. C'est une chronique inutile. Ah oui, c'est inutile, oui. C'est fake, ouais. Ah, je vous connais, les deux coups. Et donc, juste pour dire que, voilà, moi j'ai un passif. Après, je sais pas si ce passif va parler à certains, parce que, voilà, je sais pas. Mais voilà, j'ai beaucoup de... Au plus personnel que c'est, au plus que ça parle aux gens. Très étonnant, mais c'est le cas. Ouais, voilà, j'espère en tout cas. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai aucune limite à parler de moi, parce que j'ai tellement de bazar que tout ce que je veux dire dans ma vie, ça reste que la partie immergée de tout ce que j'ai pu penser, imaginer et ressenti. Donc moi, là-dessus, j'ai aucun problème. Mais donc tu disais, c'est parce que j'ai un passif qui m'a mis la pression par rapport au fait de trouver une place dans la société. Et c'est même pas une place dans la société, c'est juste une place pour la place. C'est-à-dire que c'est juste, trouve un travail, trouve quelque chose de quoi vivre.
Et maintenant, tu as trouvé un travail, on peut dire. J'ai dit payer ton salaire. Faut que tu payes ton salaire, quoi. Genre, et c'est pour ça que depuis le début, je me suis construit en opposition par rapport à ça. Et c'est pour ça que, vu qu'il me demandait de faire un choix vers quelque chose dans lequel je ne me reconnaissais pas, et ben vu que je me suis mis en opposition par rapport à ça, je me suis construit dans le non-choix. C'est-à-dire juste, je fais ce qui me semble être le plus, je sais pas, sensible, les choses qui m'attirent le plus en tant que, justement par rapport à ce dont je parlais, rester le plus en connexion avec les choses de mon enfance. Cette empreinte de reconnaissance intuitive d'un moment donné, plaisir de l'instant, voilà. Dans le plaisir de l'instant, avec quelqu'un, avec quelque chose, un événement, n'importe quoi, ça peut même être moi qui le génère ou quelqu'un d'autre, et rien qu'être dans... Genre, je m'accroche à ce truc-là dès qu'il arrive. Et ensuite, peu importe ce qui va arriver. Moi, je trouve que c'est courageux. Effectivement, ça relève du courage. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Hein. Et oui, ça demande. En fait, malgré moi, j'ai dû occulter le fait que c'est du courage. Parce que moi, courage, ça éveille d'autres trucs, en fait, qui sont beaucoup plus de l'ordre de la virilité ou de choses comme ça. Alors on dira la bravoure, hein, François. Ouais, ce serait plutôt la bravoure. Je me reconnais dans un délire un peu chevaleresque. Un peu, je suis prêt. Genre, je me reconnais à fond dans ce de Aragorn, par exemple. Pardon. Bah oui, ma gueule, je suis pas du tout Aragorn. Mais en fait, je suis Aragorn de mon univers. Dans mon univers, je suis Aragorn. C'est-à-dire que je suis le gars qui est un peu dans son coin, dans la taverne, un peu dans un coin. Et si t'as un mec qui relève quelque chose que je dis... Mec, tu n'es pas né d'une famille de rois. Non, mais si, c'est pour ça qu'il est prince. J'ai toujours eu cette intuition. Comme quelqu'un, même s'il n'a pas du tout de sang royal, j'ai toujours vu quelqu'un comme qui a cette énergie. Bon, tu as de longs cheveux, mais tu n'as pas les cheveux de Morgan Mortensen. C'est vrai qu'ils sont un peu trop bouclés. Toi, tu fais plus... Mais ouais, c'est un peu les traits. Mais la barbe, elle est pas assez stylée comme lui non plus. Elle est un peu trop longue, la tienne. Oui, moi je regarde que les aspects physiques, bien sûr. Ah ouais, parce qu'Aragorn a été figé par le cinéma. Et puis il était beau, il avait quand même des abdos et tout, et puis il a des yeux bleus et Viggo Mortensen. Voilà, nous sommes en train de changer de sujet. Oui, c'est ça, François. Non, mais en fait, moi j'ai pas répondu. Moi j'ai pas répondu à la question. Alors, répondez, cher ami. Je vais être beaucoup plus court. Donc la question, si je l'ai bien compris, était est-ce que donc comment est-ce que tu as su que la musique était quelque chose d'important pour toi et est-ce que tu pourrais mettre quelque chose à la place? Est-ce que c'est bien ça, Steph? Tout à fait. Ok. Oui. Première question. Comment j'ai su que la musique c'était quand même un truc pour moi? En fait, c'est la question cliché, la réponse cliché, c'est de dire que j'ai toujours écouté la musique de toute ma vie et que j'ai toujours été en mode ah ouais c'est beau et tout ça, le hip-hop, et que mes parents ils m'ont toujours fait écouter plein de styles de musique différents. Mais le moment où j'ai... Pareil pour moi, on s'en bat les couilles. Stop. Donc ça sert à rien. Donc ouais voilà, donc passer à autre chose, t'as raison. Donc le moment où j'ai vraiment compris que j'allais me connecter plus profondément à la musique, c'est le moment où en fait j'ai entendu Jimi Hendrix jouer l'hymne national américain alors que j'étais en train d'étudier la guitare et en fait le gars là, si n'importe qui peut aller écouter ça maintenant, c'est que le gars là quand il le fait, donc c'est en live, hein, donc ça aussi c'est quelque chose, c'est que t'entends tout ce qui se passait en fait dans ce morceau à cette période. T'entends les bombardements au Vietnam, t'entends l'espèce de beauté du rêve américain, mais qui en même temps est déchiré par le fait qu'il y a des gens qui se font tuer dans les Noirs américains et tout ça. Et t'entends tout ça à travers le blues, parce que c'est un bluesman. Ouais, exactement. Le blues, tu portes toute la souffrance voilà. Ouais. Et donc tout ça, moi j'ai entendu et moi je me suis dit mais putain la musique est tellement profonde en fait, beaucoup plus profonde et tellement profonde en fait qu'on les mots la foire en fait.
foire ça. Et là, je me suis dit, oui, ça, c'est quelque chose que je passerai du temps. Ensuite, est-ce que je peux remplacer? Bah oui, maintenant, moi, je suis à fond dans l'écriture. Parce que quelque part, dès que j'ai commencé la musique et à me donner à fond dans la passion de la musique, je savais déjà à l'avance que la musique serait un allié dans mon développement personnel et jamais vraiment ma passion ou mon chemin, en fait. Je l'ai bien senti dès le début. Et donc oui, je suis quand même resté 5-6 ans à faire que de la musique et faire exclusivement ça. Et ça m'a aidé pour tellement de choses. Savoir écouter les gens, savoir apprendre les subtilités des choses, savoir sentir mes émotions et les émotions des autres. J'ai l'impression que tout ça, la musique m'a aidé à faire ça. Et donc oui, entre-temps, oui, moi clairement, je l'ai remplacé. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je ne l'ai pas vraiment remplacé. C'est que la passion que j'ai pour la musique, je l'ai toujours. C'est juste que c'est une passion beaucoup plus douce et qui fait que j'écoute maintenant et que je peux apprécier tout autant les musiques que j'écoutais avant, tout autant des musiques que j'écoute maintenant. Et même d'ailleurs, maintenant, ça m'arrive encore de temps en temps à sortir ma flûte ou à prendre ma guitare et à jouer quelques trucs et à découvrir et que ça me fasse un plaisir profond. Donc en fait, la passion n'est plus un feu qui essaye de brûler toute une forêt et faire tout et aller dans tous les sens, de tous les côtés. Mais c'est devenu un petit feu au milieu de la caverne qui réchauffe et qui fait plaisir à moi et aux gens autour de moi, quoi. Voilà, ça c'est ma réponse à la question. Donc je sais pas comment vous voulez continuer. Je sais pas si tu avais d'autres questions, Steph, ou si tu as écoute, j'en ai préparé à au moins 15. Attends, et là, on est à la est-ce que tu as quelque chose à répondre dans l'immédiat par rapport à ça? Est-ce que ça te... Ben oui, c'est des réponses assez différentes l'un et l'autre. Clairement. Et je trouve ça très intéressant. Ce que vient de dire François est très très beau parce que ça, je trouve aussi. On arrive à quelque chose qui était la chose, je pense, dont il fallait, qui était le sujet dont je voulais parler par rapport à ce podcast, par rapport à ce que j'ai compris avant qu'on lance. C'est que en fait, la musique n'est qu'un outil, ni plus ni moins. Un médium, si ça peut parler pour utiliser un autre terme. Ça n'est qu'un outil, un médium. Donc, outil, c'est un peu pragmatique. Médium, c'est un peu plus personnel parce que ça un instrument? C'est un... instrument, c'est un peu trop extérieur, justement. Médium, c'est intéressant parce que ça passe par toi. Donc, la musique, ça passe par toi, etc. Disons que le musicien n'existe pas. Il y a des gens qui font des choses en tapant sur des pots, en grattant des cordes, en frottant des cordes, en soufflant dans des tuyaux, en soufflant dans des biseaux. En chantant certaines notes. Et en chantant, voilà. Par exemple, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que t'as des gens qui veulent faire de la musique alors que tout ce qu'ils connaissent, c'est la voix humaine. Ouais. Il y a aucune limite parce que tout dépend de ce que tu fais, de ce qui est. Ça y est, j'ai encore fait un petit lien avec... C'est toujours très intéressant. C'est là où tu vois que c'est cohérent, c'est que tu fais des liens. Tout ce qui est important, c'est lié. La musique, ce mec, il est en train de chercher ce qu'il dit pendant qu'il le dit. Il sait pas du tout où il va. Il a aucun point. Il est complètement dans le chaos total et il se dit attends, j'ai une plateforme pour parler. Je crois que c'est l'émission de Chronique Inutile où c'est comment dire, c'est le moment le plus lointain où on va dire le mot coup de cul. Ouais. C'est après presque une heure qu'on va dire enfin un coup de cul est là. Oui. C'est ça. C'est tellement ça. C'est vraiment. La musique, en fait, ça ne représente rien, en fait. Ça ne représente que l'idée que tu t'en fais et en même temps... Garde ton idée, Elias. Je fais une parenthèse. Garde ton idée, je fais une parenthèse. Mais en même temps, c'est vrai pour tous les arts. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai pour tous les arts. Parce que c'est ça qui est beau à l'imagination humaine, d'une certaine façon. C'est que, quelque part, quand tu lis un livre et que tu es transporté dans d'autres univers, fondamentalement, ce qu'il y a dans le livre, c'est juste des symboles, c'est des lettres qui sont enchaînées les unes à côté des autres, et de temps en temps il y a des espaces entre ces lettres, mais quelque part, parce que nous en tant qu'humains, quand on voit ces espèces de lettres, nous on attribue un sens à ces lettres ou à ces symboles, et quelque part c'est nous-mêmes qui faisons cette espèce d'imagination. Et la musique, là où c'est peut-être pas des symboles de lettres ou quoi que ce soit, c'est juste des sons en fait qui sont mis, agencés d'une certaine manière
quelque part, on sait pas trop pourquoi, et on sait pas trop pourquoi, bizarrement, au niveau du cerveau humain, ça génère des trucs. C'est assez bizarre, et apparemment, oui, la gamme pentatonique et tout ce genre de délire-là, en effet, ça fait ce même genre d'effet. Et ouais, c'est en fait, oui, si on devait être purement 100% rationnello-scientifique, oui, en fait, c'est juste des sons qui s'agencent les uns avec les autres et qui ont été arrangés. Et bizarrement, nous, en tant que musiciens ou en tant que public de musique, ça a du sens pour nous, alors qu'en fait, peut-être que ça n'en a absolument pas et que ce sens, c'est nous-mêmes qui l'imaginons, quoi. Parenthèse finie. Oui, bon, ça c'est sûr qu'on peut comprendre, voilà, que oui, d'accord, tout n'est que enchaînement de faits. Mais non, ce qui compte, c'est qu'est-ce que ces faits génèrent en toi, en fait. Et justement, voilà. oui, justement, c'est vrai, c'est ce que tu dis, François, me fait me poser une question. Je me demandais si les livres, il n'y a quand même pas un peu l'intellect qui doit jouer, alors que la musique, peut-être pas. Et à ça, je me demandais si ça active les mêmes zones du cerveau. Écouter une musique ou lire un livre et après imaginer éventuellement ou faire des liens. Je demande au tarot. On a déjà répondu à cette question. Ah, pardon. Oui, oui ou non? Non? Quand ça, maintenant? Vas-y, répète ce que tu viens de dire. Donc, est-ce que lire un livre et écouter de la musique active les mêmes zones du cerveau? Tout dépend de ton histoire. Si des choses qui te parlent depuis l'enfance, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de vocabulaire et qui ou même au-delà de son vocabulaire, en fait, c'est là où c'est intéressant. C'est que là, déjà, rien que ce truc que je viens de dire, ça génère déjà des choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut aimer donc on va dire l'univers littéraire dans une grande famille. T'as des gens qui peuvent être en adéquation sensible avec juste les mots, genre ah ouais, l'amour du mot pour ce qu'il est, tu vois. Et donc là, tu vas être quelque chose dans la musique comme moi, par exemple. Moi, je vais être comme ça. C'est-à-dire que, ah ouais, si tu joues telle note avec telle note, genre 2 notes, tu vois, et ben, waouh, il se passe un truc, tu vois. Surtout avec le temps. Le temps qui passe, donc en fait, la note devient une autre, et puis la deuxième note en devient une autre, et puis la première devient une autre, et puis la deuxième, elle redevient encore une autre, et en fait, il s'est déjà passé 6 notes, en fait. Mais 3 moments de 2 notes, et donc là, waouh, moi, je vais être là en mode, waouh, mais c'est complètement incroyable. Alors, t'as des gens comme François, qui sont complètement de l'autre espèce, et eux, ils vont juste ils vont se focaliser naturellement sur qu'est-ce que ça me fait, Ouais, je comprends. Il peut y avoir 1 note, 2 notes, 3 notes, 4 notes, 5 notes, on s'en fout de la note. C'est comment elle est faite, il y a le timbre, il y a plein de paramètres, si tu veux. Ouais, il y a le scientifique Elias, le prince Lee scientifique qui va arriver et qui va dire en fait, François il marche comme ça, lui ce qu'il veut c'est bam 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 bam, et moi ce que je veux c'est bam bam bam. Est-ce que c'est le moment de la réponse du tarot? Ouais. Alors, la question que je viens de poser, je l'ai demandé au tarot aussi. Tu dois faire une petite musique. Non. Tarot. Et donc ici, il répond, c'est le 2 des bâtons. Et les 2 mots-clés sont détermination et direction. Mais l'explication est très pertinente par rapport à ce que tu viens de dire. Avec le 2 des bâtons, il est clair que vous êtes sur votre chemin du succès. Vous vous êtes concentré vers un but et vous avez mis tous vos efforts dans cette direction. Puisque les bâtons parlent surtout de l'esprit, mind, en anglais, prenez ce temps pour devenir conscient de vos patterns, comment on dirait patterns, de vos schémas de pensée, merci, voilà, spécifiquement à propos de vous-même. Quelle est la qualité et le ton de vos pensées? Plutôt positif ou négatif? À quel point est-ce que vous vous traitez, comment est-ce que vous vous traitez sur le chemin pour vos rêves absolus? Ah, c'est beau. Ouais, c'est très beau. Ouais, là, j'avoue qu'on a... on est bon là. C'est bon. Alors, Steph? Oui, c'est très bien, je suis sans voix. J'ai les réponses à mes questions. Et non, ou alors peut-être... Enfin oui, ok. Mais alors peut-être si on peut embrayer sur la question suivante en faisant le lien. Imaginons une personne comme lambda, comme moi,
qui n'a, pour la musique, qui ne ressent pas la même chose que vous, mais qui ressent quand même des choses. Comment dire c'est la musique. On parle de toi, public. Oui. Toi qui ne connais rien à la musique et qui connais oui, surtout moi. un petit peu de génie musical que nous représentons, n'est-ce pas? Pose ta question, Steph. Et moi, j'aime les musiques pour ce que les émotions que ça crée en moi. Et je sais, par exemple, pour me motiver, je mets un type de musique, et puis, ou bien j'aime bien être surprise aussi, entendre une musique et dire ça déclenche, je sais pas, une émotivité, ou bien ça me fait rêver, ou bien voilà. Mais je ne suis pas comme toi, Elias, qui sait dire il y a la note X et puis le timbre et puis le rythme et puis le bazar. Et en même temps, je suis un ordinateur vivant, faut arrêter. Oui, non, mais ou François qui va dire ah oui. Bon, ça me sert de moyen de développement personnel. Alors, je peux répondre à celle-là? Alors, c'est ça qui est, et ça c'est pour moi la magie de l'art par rapport à la science. C'est que en fait l'art joue dans ce qu'on appelle, de ce que moi j'appellerais en tout cas l'ambigu. C'est-à-dire que on pourrait écouter tous les trois le même morceau de musique et y attribuer un sens tout à fait différent. Par contre, ce qui est extrêmement, et c'est là où on reconnaît le bon artiste, c'est qu'il fait son œuvre et on a tous les trois une réaction et on a tous les trois quelque chose qui nous est inspiré de par ce qu'il est en train de faire. Donc ça peut être n'importe quoi comme art, hein, que ce soit la musique, que ce soit un livre, ou que ce soit, je sais pas moi, une pièce de théâtre ou quoi que ce soit. Et quelle que soit la personne qui regarde, pour moi, donc selon ma définition de ce qu'est le bon art, donc c'est-à-dire un art qui, quelque part, il est créé, et quel que soit ton niveau, quelle que soit ta perception, quelle que soit ta manière de voir le monde, quelles que soient tes pensées, tes schémas de pensée, etc., ça va stimuler en toi des trucs, et ça va te faire générer des trucs en toi, ça va te faire générer des pensées. Pour moi, il y a quand même un aspect magique ou tour de passe-passe ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut être à la fois concret et à la fois assez vague, que la personne puisse rêver et s'imaginer ses propres trucs, mais qu'en même temps l'artiste te prenne par la main et t'amène un peu vers où il a envie de t'amener en termes de résultats. Pourquoi je dis ça? C'est que prenons, par exemple, le cinéma, quoi. Voilà. Prenons cinéma, tu disais Aragorn, le Seigneur des Anneaux. On pourrait se poser la question, quelle est la morale du Seigneur des Anneaux? Je suis sûr que si on devait demander cette question à 10 personnes, ils diraient 10 réponses tout à fait différentes. Moi, la manière dont parce que justement, c'est une hyper grande épique où il y a plein d'aspects différents et où il y a plein de sujets différents qui ont été abordés. Et justement, parce qu'aucun de ces aspects n'a été abordé de manière concrète, mais a été abordé de manière honnête et sincère dans le cadre, dans la manière dont il a été abordé, il y a quelque chose qui parle à beaucoup de gens dans cette histoire-là. Moi, par exemple, je répondrais en fait, c'est une histoire qui parle de nous sommes peut-être tous différents, mais quand il y a une menace très grande pour nous, nous devons arriver à nous mettre ensemble, sinon nous allons tous mourir. Tu vois ? Moi, j'ai l'impression que la morale, c'est un peu ça. Mais en même temps, là, je le regarde d'un point de vue très haut, c'est-à-dire d'un point de vue, il y a tout ça. Si on prend du point de vue de simplement Frodon, du personnage plus ou moins principal, en fait, la morale serait complètement différente. Ce serait de dire, tu peux être complètement insignifiant, mais le petit truc que toi tu fais peut être hyper crucial. Parce que du point de vue de Frodon, c'est ça. Le gars, il sait pas se battre. Le seul truc qu'il sait faire, c'est marcher avec un anneau et puis le jeter dans une lave. Et c'est d'ailleurs même pas lui qui le jette. Soyons aussi. Hein, oui. Il a fait du mieux qu'il peut. Il a fait du mieux qu'il peut. Donc, Sam représente encore plus, et c'est pour ça que pour certains, c'est Sam le meilleur personnage, parce que c'est celui qui fait le mieux qu'il peut. Ouais. Et donc, il a résisté au pouvoir de l'anneau, quelque part. Et donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que pour cette même histoire qui est et c'est là où ce truc rentre complètement dans ce qu'on pourrait appeler un chef-d'œuvre, c'est que cette même histoire qui finalement ne fait que 3 livres, il y a tellement finalement de morale et tellement de choses profondes dedans.
à chacun des livres et à chacun des scènes et à chacun des moments, mais en même temps, ce n'est pas tellement concret. L'auteur n'a jamais pris le temps de dire « Ah, en fait, tu vois cette scène ici que je suis en train d'écrire? Je suis en train d'écrire une scène qui parle de comment c'est important d'être amis et de travailler en groupe et d'aller vers un but en commun. » Non, il ne le fait jamais. Ce que le gars, il fait, c'est il explique une histoire. Mais quelque part, il y a le sens en dessous, il y a des sens en dessous. Est-ce que lui en était conscient? On n'en est pas sûr. Peut-être que c'est l'inconscient qui parle quand il écrit tout ça, mais il n'empêche qu'il provoque des choses. Et bien sûr, sur base de qui tu es toi, les choses que ça provoquera sera différentes. Et pour moi, justement, le bel art ou le bon œuvre ou le chef-d'œuvre, dans quel que soit l'art qui soit, c'est justement celui-là qui il n'y a pas besoin d'être initié pour que ça ait une réaction sur toi. Et donc, par exemple, pardon. Je peux juste apporter quelque chose par rapport, juste pour revenir à ta question. Oui, parce que j'avais un contre-exemple à proposer. On arrête, mais c'est parce qu'il est parti super loin là sur les Seigneurs des Anneaux et tout machin. Toi, je pensais qu'il était aussi allé aux toilettes. C'est concrète. Ok. Et justement par rapport à ta question, moi je pensais beaucoup plus à un autre paradigme qui justement est très difficile pour les musiciens. C'est donc tu disais par rapport à une musique, qu'on a des émotions, des sentiments, etc., que ça te mélange d'une énergie particulière. Et l'art en général en fait peut le faire, mais c'est vrai que la musique a un pouvoir assez notable. C'est par exemple l'exemple vraiment horrible par rapport à ça, c'est la playlist Spotify. Genre la playlist dont tu te sers pour aller faire du jogging, la playlist dont tu te sers pour étudier, la playlist dont tu te sers pour travailler, parce que c'est pas pareil, parce que tu as une playlist quand tu étudies, quand tu étais étudiant, et tu auras une autre playlist quand tu vas aller travailler pour faire tes mailings ou pour faire tes what the fuck, on sait pas ce que c'est comme travail d'étudiant ou de post-étudiant ou de worker. Tu vois ce que je veux dire, il y a des musiques qui sont rentrées effectivement de manière extrêmement froide. Si j'ai tel par beat, je veux dire tel rythme avec un certain tempo. Donc si je fais boum, ba boum, ba boum, ba boum, ba boum, ba boum, ba boum, et bah ça va pas du tout te faire le même effet physique que et pourtant j'ai fait que du rythme. J'ai pas rajouté l'harmonie, j'ai pas rajouté la mélodie. Il y a moins d'être encore plus simple. Hein. Je veux dire, il dit concret, tape, tape, pouf. Mais en même temps, si tu rajoutes juste un tout petit, si tu augmentes juste un tout petit peu le tempo, pouf, tape, pouf, tape, pouf, tape, pouf, et puis tu ralentis, pouf, tape, pouf, tape, pouf. Même ça a des effets différents. Il faut même pas être compliqué, tu vois. Juste ça fait déjà des différences. C'est une question de relation entre un tempo et comment tu joues avec ce tempo. Parce qu'en fait, et là, c'est là-dessus que je remercie beaucoup mon professeur Fabrice Allman, mon professeur de sax, qui m'a bien fait comprendre, parce que vu que je suis quelqu'un qui aime diguer, comme on dit, rentrer dans le fond du sujet de la musique, c'est quoi en fait ce bordel, tu vois. Et lui, il a réussi à me faire comprendre, et il le dit tout le temps, tu vois. C'est juste que bon, voilà, on comprend pas tous forcément au même moment, parce qu'on n'est pas tous ouverts à ces choses-là. Ça déjà, rien que là, je viens d'ouvrir une parenthèse de dingue. C'est qu'il faut être ouvert à des choses pour les percevoir, pour les comprendre. Bref, je ferme la parenthèse. Non, moi je la rouvre après. Non, je la rouvre plus tard. Mais par rapport à ça, par rapport à la musique, ce qu'elle te génère en toi concrètement, c'est ça ta question à la base, hein. C'est ça, Steph? Oui. Eh bien, tout n'est qu'une question de relation avec le battement de ton cœur et du rythme que tu as en marchant. Donc là, si cette vidéo doit être sortie un jour, il doit y avoir un lien, c'est maintenant. C'est-à-dire que notre cœur bat à plus ou moins 60 pulses par minute. Donc, est-ce qu'un accord n'a pas de sentiment? BPM, donc beats per minute. Donc voilà, il y a 60 coups. Et comme par hasard, les secondes se sont calées là-dessus. On a trouvé que le césium, il tournait à autant de milliards de tours par seconde. Et hop, on a fait une loi universelle là-dessus. Ok, bref. Il y a ton cœur qui bat à un certain rythme, en fait. Et quand tu marches,
tu vas marcher naturellement à une certaine vitesse. Et en fonction du contexte, cette vitesse de battement du cœur et cette vitesse de marche va évoluer en fonction du contexte. Et tout, en fait, c'est calé là-dessus. C'est-à-dire que notre perception d'être humain va percevoir forcément différemment ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, si moi je peux faire des sons super aigus avec ma voix, je vais forcément être sensible à cette voix de petit oisillon qui va super vite et qui va beaucoup plus aigu que moi, d'office. Et si j'entends un éléphant qui va marcher et que ça va faire vibrer le sol et tout, il va se passer plein de trucs, tu vois. Mais donc, il y a forcément une relation concrète, physique de vibration première qui est une pulse, c'est-à-dire un battement qui, dans le battement, va générer, va sous-entendre ce temps linéaire qu'on attend tous, que ton cerveau attend, en fait. Et il essaie de reconstruire ces choses-là. Et comme par hasard, c'est là. Le cœur, il est là, il pulse, il a son rythme. Ça évolue, certes, mais t'as ce temps de perception nécessaire pour donner une logique qui peut être intemporelle. Tu peux créer un BPM de ton cœur à un moment donné. Tu prends ton pouls, là maintenant, prenons tous notre pouls, ça fait un certain beat, tu vois, ça fait un boum, boum, boum. Et dans la discussion, en fait, si tu reviens dans la discussion, si c'est enregistré ce qu'on est en train de faire, ou plus tard, ça sera un beat différent. Parce que tu seras dans un autre état. Et tout n'est qu'une question de ça, en fait, de relation par rapport à ce rythme primordial qu'il y a dans le corps humain. Parce qu'on ne fait que percevoir, nous sommes que des observateurs. Alors, j'aimerais commenter tout de suite ceci. Il parle beaucoup de tempo, mais j'aimerais lui poser quand même une question. Du coup, Elias, est-ce qu'un accord pour toi ne génère pas des ressentis aussi ? Ou une progression de notes ? Là, justement, on est en dehors de ce paradigme. On est sur l'envers du décor. C'est-à-dire que déjà, tu as le beat, le tempo, on va dire. Sur ce tempo, tu peux déjà faire ressentir un milliard de choses, une infinité de choses, juste en changeant le rythme. Donc en fait, le rythme, c'est quoi ? C'est sur ce boom, boom, je vais rajouter un troisième coup. Parce que j'ai deux coups, je vais rajouter un troisième. Ah tiens, et si je rajoute un quatrième ? Et si je rajoute un cinquième ? Et parce que les deux ensemble, ou les trois ensemble, et si j'élargis le cycle, que je vais créer 3 coups dans mon cycle ou 4 coups dans ce cycle, déjà rien que là, il y a une infinité de choses. Et c'est pour ça qu'il y a des cultures qui sont fondamentalement rythmiques, parce qu'il y a déjà énormément de choses à raconter. Mais du côté occidental, on s'est occupé sur, ok, tcha, et là, et donc il y a cette fameuse tonique, cette fameuse dominante, qui sont deux faces, on va dire, d'une pièce qui bouge de pile, face, comme ça. Et là-dessus, on va rajouter des subtilités. On va te faire percevoir des subtilités dans le mouvement de la pièce, entre le pile et le face. Il va y avoir des demi-piles, et puis il va y avoir des demi-faces, et puis des demi-demi-piles, et puis des demi-demi-faces, etc., etc. Et les accords, pour moi, c'est plus une subtilité quasi hypnotique, justement, le délire harmonique. Parce que, imagine que tu peux percevoir chaque stade d'une pièce qui passe de pile à face. Et il y en a une infinité. C'est ça le problème. Et donc, tu tombes une fascination de quel mouvement de pièces tu aimes avoir agencé l'une avec l'autre, tu vois. Ah, moi, j'aime le 3% avec le 10% enchaîné avec le 83%. Là, tu vois, au bout d'un moment, ça devient qu'une question de goût et de fait, en fait, de ce qui te parle. Et de culturellement. Ok. Oui, c'est très intéressant. Pour revenir un peu à ce que vous avez dit tous les deux, donc François, tu parlais aussi du caractère universel de la musique. En général. Oui, mais peut-être, je me dis peut-être que tu vois les choses que tu dois traduire
c'est peut-être moins universel. Tu vois, la musique, ça passe sans traduction. Par exemple, une pièce de théâtre, un livre, il y a les traductions qui font que c'est peut-être pas tout. Tout le monde ne sait pas comprendre au même moment la même chose. Tu vois. Mais donc, comment est-ce que, et maintenant en lien avec ce que Elias explique, comment est-ce qu'une musique qui est appréciée par des millions, si pas des milliards de personnes sur Terre au même moment, donc typiquement les gros hits sur YouTube, enfin les gros hits, est-ce que ça peut ne pas être de la bonne musique, enfin de la musique recherchée en termes justement de fréquences rythmiques, etc. et accords. En soi, ma question, c'est quoi la recette? Et là, on est plus dans le domaine commercial, mais pour faire une musique qui plaise au plus grand nombre, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment ça ta question? Pardon, je me permets de te challenger tout de suite. Parce que là, ta question... En fait, il n'y a vraiment pas de réponse. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un. Là, il n'y a pas de réponse à ça. Je veux dire, il y a plein de moyens de faire une musique qui marche. Parfois, c'est un très beau rythme qui marche bien. Parfois, c'est une belle ligne de basse. Parfois, c'est une belle mélodie. Parfois, c'est une belle harmonie. Typiquement... C'est pas du tout ça. C'est que, en fait, c'est une fausse question dans le sens où déjà ta question, elle est orientée dans le sens où une musique doit marcher et doit ouais. un maximum de gens. Voilà. Et la seule réponse, c'est ça se construit. Tu vois, quand tu écoutes Taylor Swift, quand tu écoutes Rihanna, quand tu écoutes Britney Spears, quand tu écoutes n'importe quoi, tout ça, ce sont que des produits d'une industrie qui s'est créée, d'une culture qui s'est créée et qui t'a amené à concevoir que, effectivement, on peut faire kiffer des milliards de gens sur une musique. C'est possible, mais c'est quelque chose qui a été construit en fait. Donc la seule réponse que j'ai à t'apporter, c'est apprends tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ou tout ce qui te permet de comprendre jusqu'à aujourd'hui qui marche. Et justement, ce qu'on considère aujourd'hui dans la société occidentale comme des génies, ben en fait, c'est juste des gens qui ont compris les bonnes clés au bon moment en fait. J'aimerais bien ajouter quelque chose par rapport à ça. Il y a la notion de... Non, mais par rapport à ce que tu as dit, Elias, et pourquoi aussi j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment à l'essence de la question, c'est que, en fait, on a plus ou moins déjà répondu à ça, mais donc là maintenant je vais juste mettre les chaînons par rapport à ce que Elias a dit tout à l'heure. C'est que Elias avait parlé de... quelque part tes schémas de pensée et ce à quoi tu es habitué ou non. Si par exemple dans ta jeunesse ou quoi que ce soit, tu es habitué à entendre des rythmes qui font pout stats, ou dans ta jeunesse tu es plutôt habitué à entendre une dame qui crie ça forme en fait ta première, j'ai envie de dire, empreinte musicale de ce qui est beau musicalement. Et ce qui se passe en fait dans le monde d'aujourd'hui, c'est que, pour ainsi dire, dans cette industrie, donc Elias disait, c'est qu'il y a un côté où cette industrie musicale formate les gens à apprécier un certain type de musique et une certaine formule musicale quant à comment fonctionnent les choses. Donc comment faire un hit? Moi j'ai envie de te donner la réponse business très chiante, parce que vu que toi tu as fait des études de business. Faut que ça impacte. Faut que ça impacte. Non, moi je vais aller plus profond que là. Ah ouais? Ce qui se passe maintenant, c'est que il y a au niveau des entreprises musicales et tout ça, des multinationales, ils se disent bon, écoute, ce qu'on fait, c'est on va essayer de matraquer le public avec certains trucs très simples à créer, comme ça, s'ils sont simples à créer et que les gens apprécient ça dans leur jeunesse, il suffit de répéter ces choses très simples à créer et ils vont l'aimer.
et en même temps on pourra faire notre matraquage et on sait que ça va marcher. S'il y a des choses différentes tout à coup... Non, Elias, si tu veux, je te montre des documentaires là-dessus, et tu vas exploser, tu vas complètement être dégoûté de l'industrie de la musique. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas forcément d'accord. Et j'ai pas fini. S'il y a des choses qui sont différentes et qui marchent aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les intégrer et on va les instrumentaliser, on va les faire rentrer dans notre système et dans notre fonctionnement et dans nos constructions, en fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense Voilà. par exemple à Peter Gabriel qui a fait des trucs incroyables, ou Björk, mais qui sont rentrés quand même malgré tout dans l'inconscient collectif comme des choses normales, machin. Mais en même temps, c'est pas comme si tout le monde fait Peter Gabriel, tu vois. Ah, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est un peu le délire. Excusez-moi, je vais vraiment le faire. Je vais vraiment faire une comparaison que je devrais peut-être pas faire. Mais c'est le délire McDonald's, tu vois. Comment est-ce qu'on peut, de toutes les musiques différentes qui existent et qui marchent, comment est-ce qu'on peut les simplifier à mort, mais pas plus simple, pour que ça fasse un plaisir à un maximum de public? Disney fait la même chose pour leurs films, ils ont toute une formule, Marvel a la même formule, et d'ailleurs ils se sont fait racheter par Disney, maintenant que j'y pense. Ils ont créé une formule pour tout ce qui est musique. Alors il y a plusieurs formules, typiquement la formule pour le hip-hop, elle est différente que la formule pour la pop générale, qui est différente de la formule pour le rock, qui est différente de la formule pour de l'électro ou de la minimale, qui est différente de la formule pour qu'est-ce qu'il y a encore comme musique à la mode aujourd'hui. Enfin bon, tu vois, en fait le délire du créateur musical au niveau industriel, c'est ok, il y a ce truc qui est en train de marcher, c'est en train de gagner en importance. Quelle est la formule derrière pour que je puisse simplifier ça et que je puisse créer ça en masse et du coup diversifier à mort et du coup récupérer un max de bénéfices à ce sujet-là, quoi. C'est littéralement une formule, quoi. Donc c'est une recette, clairement. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, enfin, moi en plus, depuis peu de temps, là, je bosse dans la musique, donc il y a tout le côté un petit peu plus, allez, on va dire, machin, business et tout. Je suis en train de comprendre à quel point t'as des gens qui sont en fascination devant un objectif qui, en fait, c'est pas du tout un objectif, c'est juste le produit fini qu'on te vend depuis des années. Et toi, tu vas essayer de le reproduire, et pour le reproduire, bah, tu vas consommer des produits voilà, du matériel, et tu vas essayer de le reproduire. Alors qu'en fait, cette reproduction, elle se fait pas par la perception directe, sauf si t'es un putain de génie. Là, dans ce cas-là, je suis ok. Si quelqu'un, juste en écoutant, arrive à retransmettre le bordel, ok, y a pas de souci. Mais il y a quand même un gros boulot de culture. Et quand je dis culture, ça va très loin. C'est pas que écouter, ok. Rachmaninoff. Tu kiffes Rachmaninoff, tu kiffes Miles Davis, tu kiffes Coltrane, ah ouais, c'est génial, ouais, lol. Sauf qu'en fait, c'est des sons qui sont finis, en fait. Maintenant, c'est plus actuel, ouais. C'est des choses au niveau technique, au niveau du. Aujourd'hui, en fait, le futur, en fait, allez, Steph, pour te répondre vraiment de manière très claire, aujourd'hui, la musique, c'est de la technique qu'on appelle la production musicale. Clairement, amen. Aujourd'hui, si tu veux avoir les bases, genre juste les bases, tu vas faire une petite formation avec un mec qui va t'apprendre les bases de la musique assistée par ordinateur. On appelait ça la MAO. Aujourd'hui, on appelle ça juste production musicale. C'est juste, t'as un software, un logiciel qui s'appelle Logic Pro, qui s'appelle Cubase, qui s'appelle Pro Tools, qui s'appelle même GarageBand. Même sur GarageBand, tu peux apprendre des choses. Ableton, enfin, il y en a blindé. Hein. Live, machin. Et juste, tu apprends à maîtriser un langage sur un logiciel. Et en fait, tu vas te rendre compte que, oh merde, si j'ai juste le langage de base sur chacun de ces logiciels, en fait, j'ai fait que 1% du boulot. Parce qu'il faut que je fasse 100% la maîtrise totale de chacun de ces logiciels pour enfin passer le cap supérieur, qui est comment est-ce que chaque logiciel va à en fait une sorte d'intelligence interne qui va faire que, ah oui, en fait, par rapport à ce que je veux faire, il me faut ce logiciel-là dans ce contexte-là. Parce que quand tu vas faire un album, tu vas pas utiliser le même logiciel que quand tu vas faire telle performance, par exemple. J'aimerais bien préciser un truc, commenter un truc par rapport à ce que... Elias, 2 secondes. Je suis en train d'ouvrir une porte vers l'infini. Non, mais
ce qu'Elias est en train de discuter, c'est qu'en effet, à l'époque actuelle, on est beaucoup dans ce qu'on appellerait, en effet, MAO, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, Digital Audio Workstation, je crois, DAW, ça c'est en anglais, je ne sais pas ce que MAO veut dire en français, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'en soi, c'est juste un instrument, et c'est-à-dire que dans le passé, il y a eu d'autres instruments pour faire de la musique. Là, maintenant, dans l'époque de la digitalisation, c'est que ces instruments-là, qui sont en fait des programmes informatiques, permettent de faire facilement de la musique, d'automatiser certains trucs, de digitaliser certains trucs, d'avoir des effets aussi beaucoup plus facilement qu'avant. Il fallait vraiment travailler sur son instrument pour avoir certains sons ou quoi que ce soit. Là où maintenant... C'est encore autre chose, c'est encore autre chose, ça. Moi, je te parle juste de maîtriser un logiciel. Quand tu maîtrises un logiciel, après, justement, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a une école qui est maîtriser le logiciel. Après, tu te rends compte que, en fait, il y avait des écoles avant cette école-là. Bah oui, parce que c'est la dernière, en fait. Et les premières écoles, c'est l'école du son, déjà, premier, donc qui est en fait live, qui est en fait genre juste, t'es là, moi je suis là en face de toi et je fais un truc, tu vois, avec ma voix, avec mon saxophone, avec ma guitare, avec n'importe quoi. Et en fait, ce truc-là, tu vas le repiquer, tu vas le prendre, comme avec une sorte d'oreille externe et artificielle qui est un micro. Tu vas essayer de le choper. Et déjà, rien que ça, attraper avec une oreille artificielle un son, et bah déjà, rien que là, tu peux y consacrer 1000 vies, en fait. Et à propos de ça, j'ai quand même... de choses qui se passent derrière. C'est des chaînes de trucs, des clés de compréhension. Mais c'est pour ça que j'ai quand même envie de conclure en disant ceci. Bon, voici une réponse, mais j'ai pas l'impression que c'est ça ta question quand tu la posais. Est-ce que je me trompe en disant ça? Oh, si, c'était quand même ça. Si. Okay. Et je me demandais, mais puis on peut clore ce chapitre-là, le fait que... ce que vous expliquez, ça me fait aussi penser que la musique maintenant, elle est presque omniprésente, qu'on soit, je sais pas, dans un supermarché, dans l'ascenseur, à la télévision. Et est-ce que le fait que cette musique qui est vraiment très accessible, est-ce qu'on l'a pas un peu prise pour acquis? Et est-ce qu'on n'est pas un peu plus dans une attitude passive vis-à-vis de la musique par rapport à... par rapport à vraiment... Oui, attends, je finis juste. Juste apprécier la musique comme... Enfin, je pense qu'il y a quelques siècles, la musique était vraiment comme un trésor avec de grandes valeurs, avec des pouvoirs, qui avait quelque chose de mystique. Et maintenant, est-ce qu'on serait pas tombé un peu comme on parlait de McDonald's et Malbou, comme de la mal-musique? Alors, c'est marrant que tu poses cette question parce qu'on en a parlé avant qu'on arrête. Non, Elias, je sais ce qu'elle demande comme question. En fait, j'ai l'impression que tu demandes, Steph, est-ce que en fait le statut de la musique a un peu perdu en importance? J'ai l'impression que c'est. Oui, est-ce qu'il y aurait une vraie musique et une fausse musique ou Ok. Bon, laisse-moi te répondre tout de suite. La musique créée par ordinateur, enfin ce que tu disais, pardon, la musique créée par pardon, oui. Si tu me laisses 2 secondes, je vais essayer de répondre très courtement et puis laisser Elias faire un freestyle très long. Bon, alors, ce que moi je trouve qui est très particulier à la musique par rapport aux autres arts, c'est que la musique n'est pas quelque chose de, de concret, de matériel en fait. La musique est quelque chose d'immatériel. Donc son effet est immatériel aussi. Donc tu parlais des supermarchés. C'est un très bon exemple. Du coup, si je mets une certaine musique qui, à première vue, génère un certain type de réaction. Donc par exemple, si c'est une musique avec des notes qui sont très légères dans l'aigu et qui sont très relaxes, ça relâche. Tu vois? Donc, typiquement, ce genre de truc, on sait que ça relâche. Donc moi, si j'ai mon business, j'ai envie de relâcher mes clients pour que, du coup, ils consomment beaucoup plus facilement dans mon magasin. Alors, je sais pas, peut-être que c'est pas ça l'idée. Eh ben, je vais du coup faire ou demander ou commander certaines musiques qui font cela. J'ai même envie d'aller plus loin. Tu parles de la musique, ça c'est au niveau de l'ouïe.
La même chose se passe au niveau de l'odorat. Il y a des supermarchés et des magasins qui mettent certaines odeurs, sachant que ça va générer certains états d'esprit dans leurs clients, qui en fait les rend plus aptes à aller consommer. Et donc ça aussi, l'odeur, on peut dire que c'est quelque chose de très immatériel en fait. Contrairement à par exemple un livre ou une sculpture ou comment on appelle ça, une peinture, ça ce sont des choses qui sont très concrètes en fait. La musique a ce côté immatériel. Moi par exemple, je ne suis pas convaincu que maintenant la musique est perdue en importance ou quoi que ce soit. Je suis tout à fait convaincu qu'il devait, dans le passé, y exister des moments où la musique existait pour vendre un produit aussi. Un exemple concret, c'est Cléopâtre. Donc, quand elle allait draguer des hommes comme César ou Marcus Aurelius, je crois, ou différentes personnes, ce qu'elle faisait, c'est que elle utilisait tout un tas de choses pour se rendre elle-même beaucoup plus canon et beaucoup plus magique et beaucoup plus belle en fait. La musique étant un de ces choses, mais aussi les habits, elle utilisait des danseurs, et donc du coup elle était là entre ces danseurs et entre cette belle musique et entre toutes ces belles odeurs, et donc est-ce que la musique avait à l'époque un côté plus sacré? Non, je suis pas forcément convaincu que la musique était plus sacrée à l'époque que maintenant. À mon avis, et c'est ça que je trouve très intéressant à la musique, c'est que justement la musique est sous tous ces rôles-là. La musique peut être utilisée pour pour être utilisée dans une campagne publicitaire qui dit il faut tuer tous les juifs. Hein, je veux dire, c'est ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale au niveau allemand. Hein, ils utilisaient la musique classique pour ça. Hein, soyons quand même j'ai quand même envie d'être assez direct à ce niveau-là. Tout comme la musique peut être utilisée, en effet, pour se connecter avec un aspect plus profond de soi-même et se connecter avec quelque chose de plus profond. Et là, je pense typiquement aux musiques qui sont jouées dans les églises. Tout comme ça peut être utilisé pour accompagner un film, tout comme ça peut être utilisé pour accompagner du théâtre, pour accompagner une pub, pour accompagner un magasin. Et donc, il y a ce côté au niveau de la musique qui est très intéressant, c'est que ça accompagne les choses. Et parfois, ça peut être au centre. Et il y a le côté immatériel qui fait que ça a un effet qui n'est pas direct, qui est indirect, et qui, du coup, fait qu'elle peut être aussi bien être au devant qu'à l'arrière. Et moi, par exemple, je ne suis pas convaincu qu'elle ait perdu en importance, parce que j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire... Vas-y, ce que je voulais juste te dire, c'est surtout sur le caractère omniprésent de la musique. Enfin, tu es dans ta voiture, tu vas écouter de la musique, tu sors de chez toi, tu vas faire des courses, tu entends la musique, tu es dans un ascenseur, tu entends la musique partout. Du temps de Cléopâtre, t'avais la musique au moment où Cléopâtre allait faire son défilé, mais c'était pas tout le temps. Après, quand tu rentrais chez toi, t'entendais plus de musique, et donc tu vois, j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu, il y a de la musique partout, et ça... Enfin, tu vois, c'est un peu comme dans tous les principes... Pourquoi est-ce que je te parlais des playlists Spotify ? Oui, c'est ça, oui, c'est un peu lié. Des playlists YouTube et des playlists machin, c'est que oui, bien sûr, la musique est devenue un médium marketing comme un autre, et parce que la musique, tu n'as aucun contrôle sur elle, parce que c'est une onde sonore et que on peut pas fermer les oreilles comme tu peux fermer les yeux, tu vois. Et encore, pour fermer les yeux, il faut vraiment que quelque chose t'agresse, tu vois, pour que tu fermes les yeux, alors qu'en fait, tu vas jamais fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux uniquement quand tu es extrêmement fatigué ou source, extrême, mais voilà. Mais une musique peut agresser aussi, Une musique peut agresser aussi, je veux dire, le métal, c'est quand même dans ta gueule. Et justement... Tu passes l'effort de te barrer. Ouais. Tu te déplaces physiquement. Mais revenons à la vue, parce que tu faisais l'analogie vue. Je veux dire, ce que... Non mais Elias, permets-moi de réagir. Donc typiquement, je veux dire, les pubs, une pub où il y a des couleurs qui sont hyper laides et qui ressemblent à rien, où le type de lettre est absolument pas beau, c'est la même chose que cette musique qui est complètement... qui est complètement pour sympa. Je veux dire, il y a tout un art qu'on appelle UX et UI, hein, pour tout ce qui est software, je veux dire, ou ce qu'on appelle design ou du graphical design, qui est justement ça, c'est justement aller regarder quel type de lettres on va utiliser, quel type de police, quel type de couleur on va utiliser, est-ce que les couleurs sont harmonieuses les unes entre elles, comment est-ce qu'on va mettre tel truc devant l'autre pour que justement, en fait, la personne, elle soit beaucoup plus enclin à regarder ta pub. Et je veux dire, la même chose existe en musique, tout comme elle existe, et ça veut pas dire que parce que le graphical design existe,
hein, et que ce truc est omniprésent, que du coup il y a moins de peintres ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, peut-être que dans le passé il y avait moins de graphical design et tout ça. Et en effet, parce que maintenant avec la digitalisation, il y a blindé d'outils qui facilitent en fait la création, mais tellement la création. Bah oui, ça fait qu'en effet, c'est beaucoup plus omniprésent. Mais voilà, est-ce que pour le coup, la musique est beaucoup moins attrayante ou beaucoup moins imposante? Moi, je suis pas forcément convaincu. Non, c'est-à-dire que la plupart des gens qui écoutent de la musique, et c'est ça dont on parlait tout à l'heure avec Elias, c'est que la plupart des gens qui écoutent la musique maintenant, et Steph, on en a déjà parlé aussi, toi et moi, c'est que les gens, ils écoutent que de la musique pour se relaxer ou pour se motiver à aller faire du sport ou quoi que ce soit, mais ils n'écoutent pas vraiment la musique en tant qu'art ou en tant qu'œuvre ou pour ce qu'elle est, en fait. Et moi, j'ai sérieusement un problème là-dessus. Tout comme de la même façon, on peut regarder une pub et se dire, oh, elle est belle, mais ces mêmes personnes ne vont pas forcément regarder une pièce de théâtre ou ne vont pas forcément aller dans un musée ou ne vont pas aller regarder les grands artistes Merci de parler avec la pub, parce que par exemple, la pub. Tu vois, la pub. Est-ce que une seule personne s'est fait chier à savoir quelle personne a créé quelle pub? Parce que pub. Personne. Parce qu'en fait, c'est un métier où on s'en bat les couilles. Tout ce qu'on fait, c'est étudier ton cerveau, étudier ton corps, comment est-ce qu'il réagit à ce truc-là, et on va faire un truc. Et si toi, t'estimes qu'une pub, c'est de l'art, bah ok, tu vas faire l'effort de connaître cette culture. Et on a eu, je sais pas si en Belgique vous avez connu ça, mais en France, on avait une émission qui s'appelait Culture Pub. Non, mais quoi, ça faisait quoi? T'avais une émission qui était spécialisée dans l'art de la pub. Vraiment, et c'était déconné. Et encore, c'était mainstream, tu vois. Je pense qu'il y avait des niveaux beaucoup plus geeks dans le délire, tu vois. Mais cette émission était incroyable de ah ouais, putain, et les mecs ils pensent comme ça, et les mecs ils pensent comme ça. C'était organisé, tu vois, c'était vulgarisateur, donc forcément, c'était pas geek, tu vois, c'était pas ultra. Mais forcément, tu te doutes bien que dans la pub, et même il y a des gens, je parlais de Spotify, voilà, t'as des gens dans Spotify qui connaissent des délires par rapport à comment utiliser la musique au niveau concret, tu vois. Spotify, ils ont des intelligences artificielles qui le font pour eux. Intelligence artificielle, mais t'as quand même des mecs qui des modèles mathématiques. Les pensent et qui cherchent, quoi, tout ça. En tout cas, dans tous les cas, il faut craquer les trucs, tu vois. Dans tous les cas, aujourd'hui, concrètement, si tu veux percer dans le game, faut soit connaître des gens, soit quelque chose qui fait niquer l'algorithme, quoi. Et donc, c'est extrêmement complexe, quoi. Mais il faut savoir que ça reste quand même de plus en plus complexe. C'est la chose qui moi me fait penser là, c'est que tout devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est soit des gens avec qui tu vas parler et il se trouve que tu peux acquérir des connaissances, ou alors juste sur base de qui te parle, quoi. Est-ce que tu veux dire qu'il est pas possible d'innover en musique? Enfin, ça, on en a parlé récemment avec François, mais... Il y a tellement de trucs qui se passent aujourd'hui. Ça dépend de quel tu parles. Soit tu connais des gens, soit voilà. Innover est un terme. C'est deux sujets différents. Innover et musique, ça marche pas. C'est pas, tu peux pas relier ces deux. Qu'est-ce que tu entends par innover, Elias, avant de répondre? Qu'est-ce que tu entends par innover? Voilà, c'est ça le problème. Moi, je comprends pas pourquoi. Innover, ça veut dire quelque chose de différent par rapport à tout ce que tu connais. Ouais. Une manière de fonctionner qui est différente par rapport à tout ce qu'on connaît. Et en fait, à ce niveau-là, en termes de musique, la musique traditionnelle, t'as compris. Les mecs qui font you, les mecs qui font boom boom, les mecs qui font on a compris. En Asie, ils font Tu tapes sur YouTube musique traditionnelle, sachant que tu vas trouver que 10% des vraies musiques traditionnelles. Bref, tout ça, c'est terrible. C'est tu vois la déforestation de l'Amazonie, et ben c'est 1% de ce dont je suis en train de parler, tu vois. La musique traditionnelle, la véritable musique, c'est une hécatombe. On est en train de perdre au niveau musical
Voilà, 99% de ce que l'humanité peut faire. Ok, allons vers le 1% qui reste. Allons vers le 1% qui reste. Tu as donc des algorithmes en fait qui établissent des choses, et ces algorithmes, tu peux plus ou moins influer sur tes algorithmes locaux en étant plus ou moins influent selon les gens qui interagissent sur tes publications. Ok. Alors, juste des gens qui partagent tes liens. Ok, d'accord. Donc en fait, tout ce qui compte, c'est rentrer dans une culture. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des trucs qui pulsent, des trucs qui bounce, des trucs qui envoient. Faut que ce soit innovateur dans le sens où ça doit quelque part mindfuck. Il y a ce côté, le mindfuck, c'est-à-dire de oh my god, j'ai jamais pensé qu'on pouvait faire un son pareil, tu vois. Il y a toujours une culture du plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc ce toujours plus, ça peut être un toujours plus très concret, humain, dans le sens où oh mon dieu, je savais pas que tel copain que je connaissais pouvait jouer avec tel type qui est un mec super connu. Et là, dans ce cas-là, tu vas juste jouer sur l'algorithme local pour juste atteindre les vrais algorithmes qu'on veut, tu vois. C'est les algorithmes de Rihanna, de Ariana Grande, de Dr. Dre, de Snoop Dogg. On veut ces algorithmes-là. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, quoi. C'est la réussite. Alors, si je peux répondre 2 secondes à ça. Dans ce cas-là, tout ce qu'il faut, c'est juste répondre aux prérogatives business. Alors, lui, il te donne la réponse business. Ça dépend du chemin, en fait. Alors, lui, il te donne la réponse business. Parce que et selon moi, ça répond pas à la question. Parce que, d'une certaine façon, parce que non, alors lui, il te dit la stratégie en effet de grosses boîtes comme YouTube, de EMI et tout ça. J'ai l'impression que ta question était un peu plus pure que ça. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que toi, en tant que musicien, business pour c'est ça. Est-ce que en tant que musicien, il y a moyen d'innover, c'est-à-dire selon la définition d'Elias, de faire des choses qui n'ont jamais été entendues avant? Moi, j'ai envie de dire tout de suite, oui. Et franchement, quand je prends le temps de vraiment aller découvrir dans les fins fonds et dans les recoins d'Internet, oui, clairement, il y a moyen de découvrir des trucs hyper facilement que j'ai jamais entendu avant. Quels sont les exemples qui me viennent à l'esprit? Il y a Skindred, c'est du reggae metal. Qu'est-ce que j'ai encore découvert récemment? J'ai découvert des groupes en Pologne qui font de la musique traditionnelle polonaise avec des outils modernes, mais en même temps des instruments trad et qui mixent les deux, et ça fait des sons que moi j'ai jamais entendus jusqu'à présent. Dire une infinité d'exemples d'ouverture d'esprit. La seule chose qui compte, c'est la bonne idée de la bonne personne qui aura l'influence nécessaire pour propager. Mais donc je réponds à la question de Steph, si je peux me permettre, Elias. Marché qu'on demande. C'est... Mais donc je réponds donc simplement à Steph. Oui, il y a moyen d'innover. Elias, lui, il est très focus business, clairement. Mais la réponse est simple pour moi, oui. Donc la réponse est oui. Steph, prochaine question. Oui, ça va. Alors, j'ai bien entendu vos points de vue. Alors, mais ça va, il y en a plus énormément. Si j'avais trouvé un truc comique, c'est qu'on faisait de la musique pour les animaux. Par exemple, de la musique pour chats. Okay. Et j'avais lu que cette musique, elle doit se trouver, c'est comme t'expliquais en fait, dans des fréquences et des tempos qui sont proches de ceux qui sont utilisés par la communication naturelle du chat, quoi. Donc mettre du bac ou du métal, ça se fait pas, mais voilà. Ça, c'était une question que je m'étais posée. Est-ce que les animaux entendent la musique? Enfin, l'entendent, oui, mais est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'il se passe quelque chose? Je vais tenter de répondre avec ma connaissance très limitée à ce niveau-là. C'est que nous, les humains, nous avons 5 sens. Les 5 sens que nous avons sont limités dans leur spectre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, pour la vue, par exemple, nous, les humains, on sait voir on ne sait pas voir les infrarouges et on ne sait pas voir les ultraviolets, mais tout ce qui entre, on sait voir, et donc on a les rock-beef en flamand, et donc ça c'est ce qu'on sait voir. En musique, via notre ouïe, on peut entendre plusieurs octaves entre différentes fréquences musicales.
ce que notre corps sait ressentir, bah déjà, il faut que ça touche le corps. Donc, on peut pas ressentir des choses, enfin, sauf si tu crois dans tout ce qui est sixième sens, mais on ne sait pas ressentir des choses qui ne touchent pas notre corps. Donc, si la chaleur ne vient pas affecter notre corps, hein, notre peau et tout ça, on va pas le sentir. L'odorat, même chose. Si les molécules ne viennent pas dans notre nez, on ne les sent pas. Et le goût, même chose, si ça ne tombe pas sur notre palette de notre langue, on va pas les sentir. Pourquoi je dis tout ça? C'est que pour tous les animaux, les sens sont complètement différents. Typiquement, un chien, il ressent, genre, si je me trompe pas, 200 plus d'odorats différents que nous, les humains. Donc rien qu'à ce niveau-là, c'est pour ça que les chiens d'ailleurs adorent renifler partout, c'est que c'est leur sens plus ou moins dominant, c'est avec lequel eux ils analysent tout le monde. Mais par exemple leur ouïe est peut-être similaire mais ils écoutent plus, sont plus aigus en termes d'ouïe si je me trompe pas. Et donc c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que en effet, pour moi oui, la musique est tout à fait possible, tout comme l'art visuel est tout à fait possible. C'est juste que c'est possible dans le cadre qu'on le peut percevoir. Si nous n'avons pas une perception, si on peut pas, enfin, il y a le bon vieux cliché philosophique qui dit si un arbre tombe dans la forêt mais qu'il y a personne pour le percevoir, est-ce qu'il est vraiment tombé? Voilà, c'est la même chose pour l'art. Si un art est créé mais qu'on n'a pas la perception pour simplement pouvoir percevoir qu'il y a une création qui est là, oui, en effet, elle n'existe pas. Et donc même chose pour un animal qui devrait entendre notre musique. Si l'animal n'a pas l'ouïe nécessaire pour entendre toutes les nuances que notre musique a, il va jamais l'entendre. Et donc, en effet, il faudrait idéalement faire peut-être le même art ou différent ou l'adapter dans sa perception. Donc oui, pour moi, c'est complètement possible, bien sûr. Mais la grosse difficulté, c'est que nous, les humains, nous avons notre perception humaine. Et j'ai l'impression que c'est très difficile pour nous, en fait, de savoir c'est quoi la perception des animaux. Et donc oui, peut-être qu'on peut faire ou on peut simuler ou utiliser des ordinateurs pour le faire. Mais il n'empêche que, n'étant pas humain, je ne suis pas un chat, tu vois. Donc je ne sais pas c'est quoi la perception d'un chat, je ne sais pas comment un chat réfléchit. Et donc, d'une certaine façon, je ne sais pas comment un chat réagirait à une musique que je fais parce que je ne suis pas un chat. Et donc, la seule vérité, c'est qu'on ne se pose pas la question, on le fait et c'est tout. Et c'est ça la culture Internet. C'est juste, on fait le truc. Les choses se passent et on s'en bat les couilles. Le phénomène du lolcat résume à la merveille ta question. C'est on s'en bat les couilles. Tu mates un chat qui fait ou qui fait un truc et tu kiffes. Et on s'en bat les couilles de pourquoi est-ce que machin truc, quelle répercussion ça aura sur l'industrie. On s'en bat les couilles, tu kiffes. C'est juste ça l'important du monde actuel de la musique. C'est juste kiff. Si tu kiffes pas, tu likes pas ou tu regardes pas. Mais en fait, puisque tu as regardé, manque de bol, ça fait une vue. Donc il y a un business pour la musique pour chat, particulièrement en Chine par exemple. Alors, attends. Phénomène, je te parle de phénomène. Il faut que les choses se passent. Mais non, mais regarde. Elias, Steph dit un truc très intéressant. En effet, est-ce que la musique pour chat, est-ce que c'est vraiment pour faire plaisir aux chats ou est-ce que c'est pour faire plaisir aux gens qui possèdent les chats? Ils n'ont rien demandé, ces pauvres animaux, je pense. Mais c'est très sérieux. C'est comme, est-ce que le chat, tu vois, quand on lui met des vêtements, d'humain, le pauvre. Oui. Est-ce qu'ils aiment sincèrement ça? On peut pas savoir. Le seul truc qu'on peut voir, c'est qu'ils font miaou, ils font waouh. Tu vois, on sait pas. Par contre, le fait de vendre des vêtements pour chats aux possédeurs de chats, le mot ne me vient pas pour ceux propriétaires. Aux propriétaires du chat, non, c'est un business pour les propriétaires du chat. Pour le coup, c'est complètement ça. Le chat, on n'a aucune idée de s'il aime la musique ou si c'est quelque chose qui le dérange ou s'il est en mode j'ai pas envie de faire ça ou quoi que ce soit. Tu vois, on ne le sait pas parce qu'on n'est pas des chats. Par contre, si moi je fais de la musique pour chat et je dis oh regarde, je l'ai fait exactement dans le truc et regarde, t'as vu comment ton chat réagit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et que je vends ce truc aux propriétaires de chats. Bah ouais, moi j'ai réussi mon business quoi. Donc ouais. Non, mais ça veut pas dire que c'est de la musique pour chat pour autant. Mais c'est ça que je dis. C'est de la musique pour les propriétaires. Par l'intermédiaire de chat. Elias ne comprend pas l'argument. J'ai tout compris.
As-tu encore des questions? J'en ai plus qu'une seule, alors. Je frappe. Je sors le tarot. Est-ce que ça fait encore rêver, en 2020, bientôt 2021, d'être un musicien professionnel? Bon, elle est naze, cette question. Bien sûr que oui. Oui, attends, non, mais malgré les conditions des tournées qui sont... Enfin, combien est-ce que tu entends de chanteurs et tout qui disent « Ah non, on annule Love Stromae, je sais pas, Adele, etc. » Une question de condition. Enfin, si, c'est une question de condition. Non, mais sur le corps, etc., le mental... Bon, je vais pas déranger le tarot avec cette question. Bon, vas-y, Elias, et puis... le terme condition est un peu trop ouvert. C'est que, à la fois oui et non. En fait, oui, c'est difficile quand tu es dans une condition de mec qui galère et qui veut réussir. Et en même temps, non. Dès l'instant où tu es dans une condition de mec qui est dans un milieu de mec ultra pro et qui a un milieu donné où il va d'office jouer avec des gens qui sont dans un milieu professionnel, qui est dans une condition, donc musicien professionnel implanté dans un milieu professionnel et qu'il a des contacts et puis il va forcément faire des projets. Donc non, tout va bien se passer, tu vois. Moi, je vais répondre plus simplement que ça. Alors, je vais essayer de résoudre plus simplement dans mon paradigme. Imagine quelqu'un qui n'a pas... Alors, en Belgique, c'est le statut d'artiste. C'est le statut qui fait que tu as une... Elias, je vais donner ma réponse et si tu veux, tu peux réagir à ma réponse. Ma réponse, elle est beaucoup plus simple. Tu as posé la question, est-ce que on peut encore rêver d'être musicien dans la période actuelle? Parce que ça fait encore rêver, parce que vous parliez de musique qui est faite par... il faut la bonne recette pour que ça marche, etc. Les tournées qui sont esquintantes, bon, laisse-moi te répondre. Laisse-moi répondre à la question. La diffusion. Ok, Steph, le rêve. Le rêve, c'est quoi? Elias, il faut où je vais. Okay. Le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est quoi? Envoie les violons, envoie la symphonie. C'est ça. Mais non, c'est pas une symphonie. Je dis juste le rêve, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'imagine quelque chose. Exactement. C'est aussi simple que ça. N'importe qui peut s'imaginer ce qu'il veut. Et si la personne veut refuser de voir la réalité, elle peut rêver ce qu'elle veut. Donc si toi tu me poses la question, est-ce que être musicien, ça peut toujours faire rêver les gens, tu vois, être musicien professionnel? Moi je te dis oui, parce qu'il y a des musiciens qui vivent en ce moment, qui profitent du Covid. Pragmatiquement, c'est oui. Ben oui, la réponse pragmatique concrètement c'est oui. Regarde un gars comme Marc Rébillet. Ce gars, c'est un gars qui faisait des streams et il improvisait ses streams, il improvisait des morceaux. Le type, il a fait une tournée en plein Covid et tout. Il y a un business model imbitable. Genre, non, c'est le pire contre-exemple. Non, mais ça peut faire rêver, Elias. Ça peut faire rêver. Alors là, pour le coup... Je réponds à la question de Steph. Je réponds à la question de Steph. Exactement. T'as oublié qu'avec moi, on est chiqué, que moi, je m'en bats les couilles, cette réponse. Non, on est là pour répondre aux questions de Steph. Si elle n'est pas assez critique ou quoi, là, c'est son truc. Non, donc la réponse pragmatique est oui. Ensuite, est-ce que ça vaut la peine d'être musicien? Si la question est, est-ce que ça vaut la peine d'être musicien dans la période actuelle? Ça, c'est une autre question beaucoup plus difficile à répondre. Et justement, Marc Rébillet, pour utiliser le même exemple de oh mon Dieu, je vais répondre à la question de Steph grâce à l'exemple de Marc Rébillet. Marc Rébillet représente l'enfer de tous les musiciens. Et je fais référence à une phrase comme par hasard, c'est Jacques Attali. Qui est un mec que tout le monde a oublié. C'est un mec que certains Français connaissent. Moi, je connais. Un type qui est dans les milieux un peu politiciens, économiques, qui est un peu dans les médias et tout, mais depuis quelque temps, on le voit pas trop. Parce que c'est le gars qui a il influençait beaucoup à l'arrière. Ouais. Il a construit du début à la fin. Hein. C'est un mec qui a construit Emmanuel Macron. Il a construit notre président. Hein. C'est ce gars qui représente le monde ultra-libéral, sous couvert de gauchisme, etc., tout ce que tu veux. Lui, son postulat par rapport à la musique, c'est écoutez, la musique, c'est juste un artifice pour se faire plaisir, en fait, pour se divertir. On est dans l'entertainment absolu. Chaque artiste, chaque citoyen est son propre artiste. Chaque citoyen, idéalement, pardon. Chaque citoyen
Oh merde, il a le Covid. consommateur. Oh merde, il a le Covid. Oh merde, il a le Covid. Et voilà, c'est parti. Oh Dieu. Chaque consommateur est son propre artiste. Donc en fait, idéalement, dans le monde de Jacques Attali, toi, tu es Marc Rébillet. Tu es un Marc Rébillet au fond de toi-même. Donc en fait, si allez, tu vas nourrir une petite économie souterraine en prenant des cours de masterclass, de maîtrise de logiciel, etc. Et ben, tu vas t'acheter la petite Loopstation, le petit clavier maître, le petit MacBook ou le petit laptop, voilà, Windows ou Apple, chacun son camp, on va dire, démocrate, républicain, machin, chacun fait son champ, fait son camp. Et au final, tu vas produire toi-même ton propre son qui est fait live comme ça. Et donc, tu as des gars comme Marc Rébillet, il y a un côté un peu génial, parce que c'est en même temps le gars qui représente le plus ce truc-là. Donc, d'office, c'est superstar. En plus, le lockdown arrive 1 an ou 2 ans après que le mec jaillit sur les réseaux. Le mec, il se dit, bah les couilles, moi, je vais faire ma petite tournée solo comme un bâtard dans les cinémas en voiture, là où les gens se pointent en voiture. Sauf que je vais faire juste un show musical avec en plus une petite vidéographie derrière moi et tout machin. C'était juste parfait pour lui, quoi. En termes de machine à com, parce que le mec, il a juste subi entre guillemets, c'est-à-dire que les contextes a fait que ça a amplifié son délire, quoi. Mais le gars, il a drillé le truc comme un ouf, et il se trouve que le contexte a fait qu'il a encore plus jailli. Mais ce gars-là, en même temps, il représente l'enfer d'un musicien. C'est-à-dire que ce gars-là, si tout le monde adhère à ce truc-là et s'approprie la musique pour soi, c'est la fin de la musique, en fait. C'est la fin de la musique à un niveau commercial. Et en même temps, c'est peut-être le début de la musique d'un certain point de vue. C'est-à-dire que chacun peut s'approprier la musique d'une certaine manière, mais ça va forcément être véhiculé par de la consommation de machines, une technique, donc il y aura forcément de l'économie derrière, mais en fait, une machine économique monstrueuse qui est de rabattre l'amour de l'art à juste des idoles marketing musicales qui ne font que nourrir quelque chose de extrêmement préprogrammé, parce que ce que fait que Marc Rébillet, c'est un peu j'ai envie d'être doux et à la fois dur en même temps. C'est génial parce que c'est extrêmement généreux, donc là voilà, c'est des termes un peu humains et très, mais en termes de musique, voilà, je m'arrête là. C'est pas de la musique, c'est juste, tu vois, c'est les playlists Spotify. C'est que, ok, t'as envie de te mettre dans un mood jogging, ok, tu mets tel beat. Ou alors n'importe quoi qui te met dans le mood jogging. Enfin, tu vois, c'est extrêmement efficace, tu vois. Genre, même, ah oui, l'amour, tu vas faire un truc à faire. Avec une belle basse, tu vois, et puis une voix qui fait ça, c'est des archétypes en fait extrêmement abusés qui font que, mais attends, est-ce que c'est la musique Est-ce que je peux conclure ce que tu dis? Est-ce que je peux conclure, Elias? Est-ce que je peux conclure? Marc Rébillet, c'est un délire quand même. Est-ce que je peux conclure ton discours, Elias? Essaye. Et donc, vu qu'il fait un type de musique qui est extrêmement simple à faire de manière si généreuse et il a du succès avec ça, dans une culture donnée, la personne qui voit ça se dit mais en fait c'est ultra simple, je pourrais faire la même chose. Donc oui, ça fait rêver. Oui, d'accord. J'aurais dû poser ma question autrement et c'était pas juste. Pose-la mieux alors. Oh. Mais oui. Oui, d'accord, mais alors, tu vois, c'est marrant parce que rêver, tout le monde peut rêver. Un jour, alors, je rêve d'être peintre. Pardon,
non, Steph, moi, la question que là tu poses, c'est tout à fait d'un autre registre. C'est vrai. De se lancer dans la musique, bah oui, Dans la vraie pour les musique. mêmes raisons qu'on a énoncées, je crois. Il y a génial, j'ai envie de dire. Vraiment, pas juste le tien, mais si tu le fais bien, autre en fait, et transformer de l'intérieur, de par ce que tu fais. Enfin voilà, moi je sais que je l'ai vécu quelques fois, que j'ai fait un concert et que des gens viennent après et ils me disent putain, ce que tu as joué, ça m'a vraiment sorti de ma dépression. Putain, ce que tu m'as joué, ça m'a sauvé la vie. J'étais en train d'avoir un bad trip et puis j'ai entendu ce que tu as joué, ça m'a fait du bien. Et ça arrivait quand même plus d'une vingtaine de fois, tu vois, que des trucs comme ça où je me dis putain, j'ai changé la vie de quelqu'un là, tu vois. Et où je me dis, bah oui, ça c'est le genre de truc, ce genre d'appel, c'est tellement noble que oui, il y aura toujours des gens qui feront ça. Voilà, ça c'est ma réponse. Elias, t'as envie d'ajouter quelque chose? Oui, il y aura toujours des gens qui auront une intention pure et qui vont faire ce qui les porte, quoi. Ça, c'est clair. Mais faut pas oublier que aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est bien le plus possible conscient. Et quand je dis conscience, c'est à la fois tout ce qui t'anime et à la fois tout ce qui est dans le monde d'aujourd'hui, qui parle en fait à ce qui est autour de toi. Voilà, tu chantes une petite mélodie, voilà, j'ai ça. Est-ce que ça lui parle? Est-ce que ça parle à une personne, deux personnes, trois personnes, etc. Et en fait, tout ce qui compte, c'est de rassembler des gens. Parce que le seul but de la musique, c'est ça. Elle peut à la fois être pour toi et à la fois être pour les autres. Mais tout ce qui compte, c'est ça. Il y a pour toi d'un côté, pour toi de l'autre, et puis il y a tous les possibles qui sont. J'aimerais répondre de manière indirecte aussi par rapport à ça. Indirect, pourquoi? C'est parce que c'est pas la musique, mais c'est l'écriture pour moi. Enfin, moi j'écris littéralement tous les jours, en fait. Je veux dire minimum 500 mots, parfois un peu plus et tout ça. Et au début, l'écriture pour moi était quelque chose de thérapeutique pour apprendre à mettre de l'ordre dans mes pensées, etc. Et à gérer un peu mes émotions et mes questionnements personnels et tout ce que tu veux. Et puis au fur... et merci, j'allais le dire aussi. Et quelque part, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, j'ai commencé en fait à m'informer et à en fait développer mes compétences à ce niveau-là, et j'ai commencé à être un peu plus efficient dans mon écriture. Est-ce que je crois qu'un jour je serai, je sais pas moi, Homère ou un grand auteur ou un chef-d'œuvre, ouais, ou en tout cas un maître de l'art de l'écriture? Fondamentalement, je suis persuadé que non. Mais ça ne va pas m'arrêter de le faire parce que moi j'ai un certain plaisir à le faire, et en fait j'adore partager mes textes aux gens parce que ce qui s'est passé en fait assez tôt dans mon écriture, c'est que je l'ai partagé aux gens et que les gens en fait ont bien apprécié et ça leur a fait du bien en fait. Et donc voilà, maintenant je suis dans ce délire où bah ouais, en fait j'adore écrire. Donc j'adore écrire. Deux, bon, j'adore le partager et avoir des feedbacks là-dessus. Et donc 3, ben oui, chaque semaine j'écris une histoire courte et je la mets en ligne aussi bien sur les chroniques du Utile et en même temps sur mon site internet pour n'importe qui va la lire. Et je me fais pas forcément l'illusion que je vais être riche là-dessus parce que putain, le monde de l'écriture est hyper saturé. Et c'est vraiment un coup de bol de réussir là-dedans. Et donc oui, moi je le fais purement par plaisir. Et que je réussisse ou non finalement dans cet univers-là, je m'en fous complètement en fait. Que je devienne un écrivain professionnel, oui ou non, je m'en fous complètement. Et je le fais purement par plaisir et l'envie de partager aux autres. Et voilà, moi je peux tout à fait imaginer quelqu'un qui le fasse au niveau musical, quelqu'un qui le fasse au niveau du dessin ou de la peinture ou au niveau de la sculpture ou au niveau de la danse ou au niveau de... Parce que voilà, c'est quelque chose qui vient de plus profond, et surtout que quand tu vois qu'en plus ce truc qui vient du plus profond que tu crées touche des gens, bah, c'est un cercle vertueux qui fait que tu vas pas t'arrêter parce que tu vois que ce que tu fais plaisir aux gens et du coup ils te rendent ce plaisir à toi et du coup tu te sens bien de créer et donc tu continues à créer. Tu es dans un cercle vertueux qui se nourrit lui-même en fait. Et oui, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Je le dis tout de suite. C'est ça, voilà. parce que toute ta vie ne dépend pas ça.
ta vie ne dépend pas de ton écriture. Voilà, heureusement, parce Oui, que c'est ça. et donc quelque part il y a toujours le côté plaisir. Et en effet, moi je suis convaincu qu'il y a des gens qui du coup peuvent avoir cette bravoure de se dire putain mais moi je fais de la bonne écriture, je sais que ça touche les gens, du coup je sais que ça vaut quelque chose et je sais que je pourrais le vendre. Et en effet des gens comme ça à mon avis ils vont toujours exister. Bon moi je suis un peu plus stratégique à ce niveau-là, c'est-à-dire que je garde mon plaisir pour mon plaisir et je me fais de l'argent autrement et du coup l'écriture reste simplement un plaisir. Et en effet, si tu me demandes la question, est-ce que malgré tous les aspects négatifs de l'écriture, le fait qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent, qu'il y a de plus en plus de compétition, c'est-à-dire dans la musique, dans les jeux vidéo et tout ça c'est de la compétition parce qu'en fait lire un livre c'est de la distraction, enfin de la fiction en tout cas, c'est un peu c'est du divertissement et en fait tu as plein de compétitions au niveau divertissement et de plus en plus dans le monde actuel et en effet un truc aussi pur que l'écriture laisse tomber, il y a pas moyen quoi, les gens ne vont pas aller lire un livre, ils vont regarder une vidéo YouTube qui est faite par des gens gratuitement etc. Qui va encore lire des livres? Oui, ce sont les gens qui aiment ça et qui comprennent ça etc. Et donc si tu devais me poser la question, est-ce que ça fait encore rêver d'être écrivain? Bah oui, il y a des gens qui réussissent encore aujourd'hui dans le monde de l'écriture, malgré tous les arguments négatifs que j'ai pu dire ici. Et donc oui, moi je me dis, ah bah oui, peut-être que qui sait, peut-être qu'un jour je serai comme Stephen King, tu vois. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Probablement non, statistiquement parlant, non, tu vois. Mais en effet, il y a des gens qui savent vivre de l'écriture. Et donc oui, en effet, ça peut complètement, ça peut toujours en faire rêver. Et en même temps, il y aura toujours des gens qui vont le faire. Et soyons clairs, les gens qui justement continuent d'écrire malgré tout, entre guillemets les vrais artistes, que tu leur donnes de l'argent ou non, ils vont continuer à créer quoi. Donc voilà, j'ai dit. Ouais, tout ce qui compte, c'est ton envie de créer, quoi. De créer quelque chose par rapport à tout ce qui est autour de toi et tout ce que tu as envie de partager, quoi. Ou de faire pour toi, en fait. Moi, par exemple, il y a des choses musicales que je garde pour moi, parce que même si, ok, je suis musicien professionnel, il y a des choses, des musiques que je vais aimer faire à la guitare, à la basse ou à la batterie, au saxophone, et je vais juste kiffer les faire juste pour moi, quoi. Moi, à la base, par exemple, ce que j'aime faire, et d'ailleurs, c'est pour ça que plein de gens que je trouve que je suis un bon saxophoniste, parce que déjà, quand j'ai un saxophone dans ma bouche et que je souffle dedans, il y a le fait de faire un son qui me fait jaillir de moi-même, quoi. C'est la seule chose qui compte, en fait. Par rapport à la musique en particulier, parce qu'à la base, on parlait de musique, qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire de la musique? Parce que quand je joue de cet instrument, cet outil, c'est un outil, ni plus ni moins, que, un truc taper dessus et ça te fait un effet. Et ben voilà, cet effet te plaît et pour toi, d'abord. C'est la première chose qui compte. Et ça peut passer d'abord, justement, la musique, ça qui est cool, c'est que ça passe d'abord par la voix. T'as ta voix qui fait un truc, ton corps qui fait un truc, ton corps qui marche, ton cœur qui bat, tu fais quelque chose, quoi. Et cette chose-là te parle. Ça peut être juste un boum boum, ça peut être un boum tika boum, là c'est un rythme, ça peut être un son, ça peut être un ensemble de sons, bibou, bibou, et hop, et c'est parti, quoi. Et tu fais des choses, quoi, qui te parlent. Et il n'y a pas de stress à avoir, pas d'appréhension. La seule chose qui compte, c'est est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'anime? Au-delà de parler, c'est animer, voilà. Est-ce que ça t'anime? C'est au-delà de la voix, tout ça. Bon, voilà. Y avait-il d'autres questions? Non. C'était très bien. Ouais, voilà. Merci pour vos réponses, très intéressantes. Bon voilà, j'espère que ça t'a fait du bien et pour tous ceux qui nous écoutaient, parce que oui, j'étais en train d'enregistrer. Tu retireras les bêtises du début alors. On va retirer les bêtises, peut-être. Peut-être. Je sais pas, il y avait des trucs intéressants aussi au début. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, kiffé, etc., quoi.
Et qu'on se réentendra, reverra. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez discuter, venez aux Chroniques Inutiles. Et voilà, j'espère que les gens qui ont participé, c'est-à-dire le maître ou le prince Lee, c'est pas clair. Et Steph, j'espère que vous avez kiffé, que peut-être vous repasserez. Hein, donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée, dormez bien. Enfin, bonne journée. Ou commencez bien votre journée. Oui, c'est vrai. On ne sait pas quand vous écoutez ceci. Voilà, à toutes. Merci de nous écouter.